Donc, aujourd'hui, on va s'enchaîner avec le deuxième cours dans le cadre de préparation du concours d'Oïdana. Et donc, on va voir la cirrhose du foie. Il faut savoir que c'est une pathologie assez fréquente chez nous. C'est-à-dire, si vous voyez tous les pathologies du tube digestif, c'est-à-dire en gastrologie, donc c'est parmi les pathologies qui est fréquente, assez fréquente, comme la maladie ulcéreuse, comme la tuberculose. Et donc, il faut avoir quelques notions sur la cirrhose, hein. Tout médecin, généraliste ou spécialiste, quelle que soit la spécialité, doit connaître la cirrhose. Alors, les objectifs pédagogiques au vrai sens du mot, donc, tout d'abord, il faut connaître c'est quoi une cirrhose, d'accord? Deuxièmement, savoir faire le diagnostic, quand est-ce qu'on suspecte une cirrhose. Troisièmement, connaître les étiologies de la cirrhose. Et enfin, connaître surtout les complications et savoir comment traiter ces complications. Par définition, on commence toujours par la définition de cours. Alors, c'est une destruction progressive du parenchyme hépatique avec remplacement de l'architecture normale du foie par des nodules de régénération séparés par une fibrose mutilante annulaire. Je m'explique, c'est-à-dire c'est une inflammation chronique du foie, d'accord, qui entraîne une destruction progressive de tout le parenchyme hépatique et il va y avoir une régénération de ce parenchyme hépatique par un tissu qui est peu fonctionnel, désorganisé et qui est formé sous forme de régénération. Donc on parle de nodules de régénération, mais qui sont malheureusement peu ou pas fonctionnels et qui sont séparés par cette fibrose qui commence au niveau des lobules, puis elle devient plus importante, mutilante, qui va désorganiser carrément l'architecture normale du foie. C'est une maladie chronique, irréversible. Si on a une cirrhose, donc elle n'est jamais guérissable et qui est diffuse au niveau de tout le foie. Donc on ne peut pas avoir une cirrhose, le foie droit et le foie gauche, il est sain. Si on a une cirrhose, c'est que tout le foie, il est touché. C'est le terme évolutif de toute maladie chronique du foie. Donc on n'a pas une seule origine, toute maladie qui entraîne une inflammation chronique au niveau du foie peut donner une cirrhose. Alors la cirrhose, c'est une pathologie chronique, mais qui est lourde, qui a de lourdes conséquences. Trois grandes conséquences, si on va c'est-à-dire les regrouper sous forme de syndrome ou de casier. Première conséquence, c'est l'insuffisance hépatocellulaire, IHC, ou bien la souffrance hépatocellulaire. On va détailler tout ça. Deuxième conséquence, c'est l'hypertension portale, avec toutes les conséquences. Troisièmement, c'est une lésion précancéreuse qui risque de devenir un cancer. Et c'est le cancer primitif du foie, parce qu'il y a le cancer primitif et le cancer secondaire. Donc vous voyez que les trois conséquences, sont des lourdes conséquences avec beaucoup de symptômes et de pathologies comme complication de la cirrhose. Alors, on va faire un petit rappel d'abord sur l'anatomie, la physiologie pour comprendre la cirrhose. Alors, le foie, c'est un organe qui est rouge, brun, ferme. Il s'agit de la plus volumineuse transversale et il pèse environ 1,5 kg. Il est très rempli de sang parce que le foie, il contient un tissu et des vaisseaux. D'accord. Donc, il contient environ 800 à 900 grammes en moyenne de sang, presque 1 litre. Le foie en deux parties, le lobe gauche et le lobe droit. Voici l'aspect de l'extérieur du foie. Donc, on a le lobe gauche qui contient 2 segments et le lobe droit qui contient 6 segments. Donc, la segmentation du foie, elle est formée de 8 segments en général. Bien sûr, avec la présence de la vésicule au-dessous du lobe droit. Et le ligament rond qui sépare le lobe gauche et le lobe droit. Alors, quelles sont les fonctions du foie? Il faut savoir que le foie, c'est un organe, c'est comme une machine qui fait fonctionner l'organisme. Donc, on ne peut pas vivre sans foie, comme on ne peut pas vivre sans cœur. C'est un organe qui est très important pour l'organisme. C'est la machine qui fonctionne notre organisme. Il a plusieurs fonctions. Alors, il y a une fonction métabolisme. Le métabolisme des hydrates de carbone, qui sont les glucides, des lipides, des protéines. Alors, fonction sécrétoire, permet de sécréter
les sels biliaires, la bile et les acides biliaires qui sont importants dans l'absorption des vitamines liposolubles et les lipides. Une fonction excrétoire ou éliminatoire, il permet d'éliminer la bilirubine, les drogues, les toxines. Une fonction de synthèse, alors la synthèse, beaucoup de produits, comme de substances comme l'albumine, les facteurs de coagulation, le cholestérol, le glycogène, etc. Une fonction de stockage, alors il peut stocker les vitamines, les carbohydrates, le glucogène, le glucide, ainsi de suite. Et une fonction de détoxification, c'est-à-dire l'épuration de l'organisme des toxines comme l'ammoniac ou bien les métabolites des médicaments, etc. C'est-à-dire si ils restent dans l'organisme, ils peuvent être toxiques et même donner un état comateux. Donc vous voyez toutes ces fonctions, si on a une altération où il n'y a pas de fonction du foie, si la fonction elle est perturbée, toutes ces fonctions seront perturbées et donc il y a beaucoup de conséquences d'une altération des fonctions du foie. Alors, deuxième paramètre qu'il faut connaître, c'est la vascularisation du foie, parce que c'est un organe qui est vasculaire. Alors, comme vous voyez dans le schéma ici, il y a le foie au haut et il y a le tube digestif, pratiquement l'intestin, l'estomac au-dessous. Alors, la vascularisation principale du foie, elle vient de l'artère et la veine porte. Alors, l'artère porte qui ramène du sang oxygéné vers les organes, donc tels que le tube digestif, l'estomac, etc., qui sort du foie, et la veine porte qui ramène du sang vers le foie pour les échanges gazeux, d'accord, vers le foie. Alors, vous voyez, ce foie, s'il y a une inflammation du foie, cette inflammation va non seulement détruire les cellules hépatiques qui sont les hépatocytes, elle va aussi détruire les vaisseaux parce que le foie, il est constitué aussi de vaisseaux à l'intérieur. Alors, quand il y a une destruction des vaisseaux, alors à l'intérieur, les petits vaisseaux au niveau du foie, alors comme une veine par exemple, on va dire vénule. Artère, on va dire artériole, c'est-à-dire une petite artère. Et l'anastomose entre artériole et vénule, à l'intérieur du foie, on l'appelle capillaire sinusoïdal ou bien des sinusoïdes. Alors, ces sinusoïdes sont détruits par l'inflammation au niveau du foie. Quand il y a destruction des sinusoïdes, il n'y a pas des échanges gazeux. Le sang arrive à ce niveau, il n'y a pas d'échange, donc il va retourner. Il va retourner au niveau de la veine porte. Et donc, un excès de sang au niveau va entraîner une dilatation de la veine porte. Cette dilatation de la veine porte va entraîner la dilatation de toutes les ramifications de la veine porte. Alors, les principales de la veine porte, comme vous voyez au schéma, c'est la veine mésentérique. Et on a une veine mésentérique supérieure et inférieure qui vont drainer le tube digestif, l'intestin. Alors, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, etc. Et il y a une branche, la veine splénique, qui va drainer la rate, d'accord. Alors, vous imaginez, quand il y a une dilatation de la veine splénique, il va y avoir une splénomégalie, augmentation de la rate, splénomégalie. Quand il y a une splénomégalie, il va y avoir une séquestration des éléments du sang, parce que c'est un réservoir. Alors, tous les globules blancs, globules rouges, les plaquettes vont se séquestrer, donc rester au niveau de la rate, et donc on va avoir au niveau du sang une diminution, une anémie, une leucopénie et une thrombopénie. Ce qu'on appelle des signes d'hypersplénisme. On les cherche systématiquement sur le plan biologique. Alors, dilatation de la veine porte va donner aussi une dilatation de la veine mésentérique. La veine mésentérique, il y a beaucoup de ramifications. Elle donne aussi une ramification importante, vous voyez. Et donc, ces ramifications sont peu fonctionnelles à l'état normal. Mais quand il y a une dilatation de la veine mésentérique, ils seront aussi dilatés. Et donc, ça va donner une circulation veineuse collatérale qui sera visible à l'échographie ou scanner et qui, à l'état normal, elle n'est pas visible. Et aussi, elle va donner des varices au niveau du tube digestif, principalement au niveau de l'œsophage et l'estomac. C'est pourquoi que nous, on fait une fibroscopie pour rechercher des varices au niveau de l'œsophage et l'estomac. Et bien sûr, on va donner un traitement pour diminuer la pression à ce niveau. Et donc, vous voyez les conséquences. Donc, il y a les conséquences de l'altération des fonctions du foie qui sont énormes et il y a les conséquences liées à l'hypertension au niveau de la veine porte. Et quand il y a une hyperpression au niveau de la veine porte, il va y avoir une différence de pression entre la veine porte et la veine cave, d'accord, qui est
Au niveau du cœur, cette différence de pression, quand elle est supérieure à 5 millimètres de mercure, donc il va y avoir la création d'un troisième secteur. Ce troisième secteur, c'est-à-dire il va y avoir l'apparition de liquide dans la cavité péritonéale, et donc ce qu'on appelle l'acide. Et c'est une complication de l'hypertension portale chez le cirrhotique. Alors, vous voyez ici les images. Donc, il y a le foie normal, le haut. Donc, c'est un foie avec une surface lisse, une couleur, vous voyez, brun, une consistance qui est ferme, d'accord? Deux lobes bien séparés par le ligament. L'aspect, vous voyez le foie en bas, c'est un foie cirrhotique. Donc, vous voyez, c'est un foie qui est dur, qui est chronodulaire, d'accord? La surface, elle est irrégulière, il est dur, avec même le bord inférieur, quand on parle chez un sujet, le bord inférieur, tellement il est dur, on dit un bord inférieur qui est tranchant. C'est comme le couteau, il est tranchant, il n'est pas souple. Normalement, le bord inférieur, chez le sujet normal, du foie, il n'est pas, d'accord? Alors, parfois, au début de l'évolution de cirrhose, le foie il va s'hypertrophier parce qu'il va y avoir une régénération. Donc, on a une hypertrophie, hépatomégalie. Et puis, au cours de l'évolution, le foie va se fatiguer. Et donc, il va s'atrophier. Et donc, l'atrophie du foie, c'est un signe tardif de cirrhose. Alors, l'hypertrophie, c'est le signe du début de l'évolution. Et l'atrophie, c'est un signe tardif de l'évolution de cirrhose. À l'histologie, alors la structure histologique du foie, vous voyez l'image au haut, à droite. Alors la structure, le foie est formé de lobules. C'est l'unité fonctionnelle du foie. Chaque lobule, elle est formée de hépatocytes sous forme de lignées de lamelles ou lignées hépatocytaires. C'est les cellules qui sont fonctionnelles du foie. Et avec un espace porte. Cet espace porte qui contient une veinule, une canalicule biliaire, une vénule euh, hépatique et une artériole hépatique, et les anastomoses entre les deux forment une sinusoïde. Alors, en bas, vous voyez que l'architecture, elle est différente, tellement différente. Donc, vous voyez, il n'y a que des nodules de régénération et qui sont séparés par une fibrose. Donc, c'est un tissu pratiquement peu ou pas fonctionnel. Donc, il y a une grande différence entre l'aspect normal et l'aspect pathologique. Alors, si on va voir, on récapitule sur la physiopathologie de cirrhose, la genèse de la cirrhose, on a vu à peu près dans la physiopathologie. Alors, il y a trois conséquences. Premièrement, la cirrhose elle-même, c'est un état inflammatoire chronique qui risque de dégénérer et devenir un cancer. Mais le cancer, il est rare, hein, d'accord? On parle de carcinome hépatocellulaire, c'est le cancer primitif du foie, d'accord? Qui est rare par rapport au cancer secondaire du foie. Alors, deuxième conséquence, c'est l'hypertension portale au niveau du système porte. Alors, cette hypertension portale va donner des varices qui vont apparaître au niveau tube digestif, principalement des varices au niveau euh, de l'œsophage et de l'estomac. Deuxièmement, il va y avoir une splénomégalie. On avait parlé. Troisième signe d'hypertension portale, une circulation veineuse collatérale abdominale. Donc, même les vaisseaux au niveau de l'abdomen vont être visibles. Alors, si vous voyez un jour, vous examinez un malade, vous trouvez des varices qui sont visibles à l'abdomen, vous pouvez suspecter une cirrhose. Troisième conséquence, c'est l'altération des fonctions hépatiques. Par exemple, les fonctions de synthèse, donc on peut avoir une diminution des facteurs de coagulation, et dans ce cas, il y a le syndrome hémorragique, il y a le TP qui est bas, ainsi de suite. Une hypoalbuminémie, diminution de l'albumine, et donc ces malades font des œdèmes, des acides, etc. Et donc, l'hypoalbumine est un signe d'insuffisance hépatocellulaire chez les cirrhotiques. Une demi-rôle et même une diminution de l'hypoglycémie, aussi un signe d'insuffisance hépatocellulaire, etc. Altération des fonctions d'épuration, donc la bilirubine, si elle n'est pas éliminée, donc il va y avoir la séquestration au niveau du sang, et donc un excès au niveau du sang va donner le dictère. L'urée, s'il reste dans le sang, n'est pas transformé en ammoniac, et l'ammoniac, s'il reste dans le sang, il n'est pas éliminé par le foie, donc ça va donner une altération des fonctions des troubles neurologiques et donc l'encéphalopathie hépatique. Les médicaments qu'on prend, s'ils ne sont pas éliminés
par le foie et donc vont donner une hépatotoxicité, ainsi de suite. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de conséquences en cas de cirrhose. Alors, nous allons voir maintenant les étiologies de cirrhose. Alors, quelles sont les étiologies qui vont donner cette inflammation chronique du foie qui va entraîner cette fonction perturbation du fonction hépatique et l'hypertension portable. La première cause qui a été décrite, mais malheureusement, chez nous, pas un pays qui consomme beaucoup de l'alcool, mais quand même elle existe. Donc chez nous, la première cause des cirrhoses, c'est les hépatites virales. Alors ça peut être les hépatites virales B, ou bien C, ou bien les hépatites virales B et D. Comme vous savez, il y a l'hépatite A. L'hépatite A, elle peut donner une hépatite aiguë sévère, voire fulminante, c'est-à-dire avec des signes neurologiques, mais elle ne donne jamais, elle n'évolue jamais par la chronicité. C'est-à-dire, s'il y a une guérison, il n'y a jamais d'évolution vers la chronicité. Ça, c'est pour l'hépatite A et l'hépatite E. Par contre, l'hépatite B et l'hépatite C, elle évolue vers la chronicité et peuvent donner cirrhose. Il y a aussi un autre virus dit hépatite D. Mais ce virus hépatite D, c'est un virus défectueux. C'est-à-dire il vit toujours avec l'hépatite B. On n'a jamais une hépatite virale D isolée. Et donc, puisqu'il vit avec une hépatite D, donc il évolue vers la chronicité. Mais souvent, s'il y a une hépatite D, il y a une hépatite B associée. D'accord? Et donc, vous voyez, en général, la première cause en Algérie et même dans les pays en Afrique, c'est d'origine virale, dans pratiquement 50% ou plus. Alors, l'alcool, il n'est pas, c'est une cause, oui, mais elle n'est pas fréquente chez nous. Par contre, en Europe et aux USA, la première cause, c'est l'alcool. La deuxième cause qui vient après, ce sont les cirrhoses alcooliques et les cirrhoses et les stéatoses hépatiques non alcooliques. C'est-à-dire, ce sont les facteurs qui vont donner la stéatose qui peut évoluer vers la cirrhose. Et ces facteurs sont par exemple comme l'obésité, les dyslipidémies, le diabète, donc tous ces facteurs associés donnant ce qu'on appelle la stéatose hépatique, le stéatohépatite non alcoolique, ce qu'on appelle le NASH. Ça, c'est à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays comme l'Europe et l'USA. Chez nous, la première cause, c'est les hépatites virales. Alors, il y a les autres causes aussi. Donc, ça, c'est les deux premières causes les plus fréquentes. Concernant les autres causes, alors il y a une liste importante. Je vous cite maintenant quelques étiologies, mais il y a beaucoup de causes. La deuxième cause chez nous, c'est les hépatites auto-immunes. Alors, ce sont les hépatites qui sont secondaires à un trouble auto-humain. D'accord? Ça, c'est la cause actuellement qui est à la mode. Donc, beaucoup de pathologies qui sont secondaires à un déséquilibre auto-humain. Troisième cause chez nous, c'est les atteintes biliaires. Alors, ce qu'on appelle les cirrhoses biliaires, ce sont des pathologies qui sont beaucoup plus, ils ont un terrain génétique, d'accord? Soit on dit CBP, c'est-à-dire la cirrhose biliaire primitive, ou bien la CSP, c'est la cholangite sclérosante primitive. Alors, quand on dit cholangite, ça veut dire qu'elle touche beaucoup plus les voies biliaires, mais qui peut retentir sur le foie et donner une cirrhose. Et quand on dit cirrhose biliaire, elle touche beaucoup plus les voies biliaires intrahépatiques, elle retentit sur le foie et donne une cirrhose. Pourquoi on dit primitive? Parce il peut y avoir des cirrhoses biliaires secondaires. Alors, secondaire à une atteinte inflammatoire des voies biliaires. Par exemple, un traumatisme au niveau des voies biliaires. C'est un malade qui a été opéré ou mutilé, c'est-à-dire au cours d'une intervention chirurgicale, ou bien il a fait des drainages multiples au niveau des voies biliaires. Et donc, ça persiste cette inflammation au niveau des voies biliaires, ce qui peut évoluer vers une cirrhose. On parle de cirrhose biliaire secondaire. Mais on parle de cirrhose biliaire. Troisième étiologie, par exemple, l'hémochromatose, qui est une maladie génétique autosomique dominante qui se caractérise par un excès de fer dans le sang. Alors, il y a une maladie génétique. Quatrième cause, par exemple, c'est le syndrome de Chiari, qui est une thrombose au niveau des veines sushépatiques, c'est-à-dire les veines qui se trouvent au-dessus du foie. Et cette thrombose, donc, va retentir sur le foie et peut donner une cirrhose. Il y a la maladie de Wilson, par exemple, c'est une maladie génétique aussi, transmission autosomique récessive,
et qui est caractérisé par un excès de cuivre dans le sang. Et donc, cet excès de cuivre peut donner une cirrhose, comme il peut donner une atteinte neurologique, comme il peut donner une atteinte oculaire, ainsi de suite. Il y a aussi une autre pathologie. Ces pathologies génétiques, on les voit surtout chez les sujets jeunes ou bien chez les enfants. Il y a aussi une autre pathologie génétique que nous, on l'a jamais vue, mais elle se voit surtout chez les enfants, comme le déficience ou déficit en alpha-1-antitrypsine. C'est une protéine qui protège contre l'inflammation intestinale. Alors, quand on a un déficit qui est d'ordre génétique, il va y avoir donc une inflammation qui touche principalement le foie et les poumons. Et donc, ces malades ont toujours une atteinte pulmonaire associée à une cirrhose. Mais je vous dis que c'est des maladies génétiques et quand il y a des maladies génétiques, on les voit souvent chez les enfants, beaucoup plus chez l'adulte. Alors, les cirrhoses chez l'adulte, en général, ce sont des cirrhoses soit d'origine virale, comme on l'a dit le plus souvent, ou auto-immune, sinon biliaire ou rarement alcoolique chez nous. Alors, on a parlé de NASH. C'est l'actualité. On parle beaucoup de NASH. Donc, il faut connaître le mot NASH. Vous allez un jour entendre NASH, NASH. Donc, c'est NASH, c'est en anglais. Donc, c'est les stéatohépatites, SH, c'est stéatohépatite non alcoolique. Parce qu'il y a les stéatoses alcooliques, il y a les stéatoses non alcooliques. Alors, quand on dit non alcoolique, ça regroupe plusieurs facteurs qui favorisent cette stéatose, qui est l'excès de gras au niveau du foie, comme par exemple un malade qui a dyslipidémie, l'obésité, diabète, dysthyroïdie. Alors, tous ces problèmes associés qui vont donner une stéatose au niveau du foie, et c'est une stéatose qui est importante jusqu'à donner une cirrhose. Mais je vous dis que la stéatose, elle donne exceptionnellement une cirrhose. Exceptionnellement. Parce que vous allez quand même faire chez des malades des échographies et vous allez voir un foie hyperéchogène. Qui dit foie hyperéchogène de façon diffuse, ça veut dire c'est une stéatose, d'accord? Mais elle est fréquente chez nous quand même, mais en général chez nous, la stéatose, elle est légère à modérée, donc ça ne gêne pas, ok? Alors si un malade, je trouve une stéatose chez un malade, il suffit de voir, je vais faire un bilan lipidique, je vais voir s'il a un diabète, je vais équilibrer ça. S'il n'y a pas d'amélioration, je vais lui donner un traitement pour diminuer la stéatose. Mais c'est exceptionnel qu'elle donne une cirrhose. D'accord? Par contre, dans les pays occidentaux, la stéatose, tous ces facteurs sont très importants chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont une obésité importante, ils ont des dyslipidémies importantes, surtout en Amérique, aux USA. Et donc, cette stéatose, elle est tellement importante qu'elle peut donner des cirrhoses. Ok. Il y a aussi les parasitoses, mais c'est une étiologie ça fait très, très longtemps, il y avait les parasitoses qui peuvent donner des cirrhoses, comme par exemple le bilharziose ou bien les schistosomiases. Mais actuellement, on arrive à diagnostiquer ces parasitoses, on donne un traitement, il y a une guérison. Et donc, actuellement, on ne voit plus des cirrhoses secondaires à des parasitoses. Il y a des médicaments qui sont hépatotoxiques, qui peuvent donner une hépatite chronique, voire une cirrhose, mais exceptionnelle, comme par exemple le méthotrexate, d'accord, ou bien le cordarone, c'est un médicament qui est donné pour les cardiopathes, etc. Et enfin, je vais vous dire que si on ne trouve aucune étiologie, on va dire que c'est une cirrhose cryptogénétique. Je vous ai déjà parlé du mot cryptogénétique, c'est-à-dire quand on ne trouve aucune étiologie, on dit pathologie cryptogénétique. Mais attention, normalement, elle n'occupe que moins de 15%. Alors, il faut bien chercher la cause avant de dire que c'est une cirrhose d'origine cryptogénétique. Donc, si on récapitule, donc la cause principale chez nous, c'est les hépatites virales. Les hépatites virales, surtout l'hépatite B ou l'hépatite C, principalement. D'accord. Et bah, vient après, si un malade, vous lui faites la sérologie virale, elle est négative, vient les hépatites auto-immunes et les hépatites biliaires. Pour les hépatites auto-immunes, il y a des bilans auto-humains à rechercher. Pour les cirrhoses d'origine biliaire, on va faire une bili-IRM. C'est-à-dire, c'est une exploration, c'est un scanner, c'est une IRM qui qui est centrée sur les voies biliaires pour voir s'il n'y a pas des anomalies, un épaississement ou sténose au niveau des voies biliaires. Alors, on va le voir maintenant un peu d'épidémiologie. Il faut savoir que c'est une pathologie qui, malheureusement, elle peut entraîner le décès, bien sûr, après quelques années. Alors, c'est la troisième cause de décès après les pathologies cardiovasculaires et les cancers.
mais elle survient après une longue durée d'évolution, en général après 10 ans à 20 ans d'évolution. Alors, vous avez une hépatite virale. Cette hépatite virale, si elle n'est pas guérie, malheureusement, elle reste asymptomatique. Et donc, au cours de quelques années, vous pouvez avoir le tableau de cirrhose. Alors, il faut savoir qu'on aura les symptômes de cirrhose qu'après une destruction de plus de 90% du tissu hépatique. Donc, le foie, il supporte euh, longtemps, pendant des années et des années. Le malade a une cirrhose, il reste asymptomatique. C'est quand il reste moins de 10% du tissu hépatique fonctionnel que les symptômes apparaissent. Donc, vous voyez l'intérêt du dépistage pour traiter cette maladie précocement, pas au stade de complication. Je vous ai dit que la cirrhose est une pathologie irréversible, c'est-à-dire si on a une cirrhose, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas guérir une cirrhose. Alors la cirrhose, elle peut se voir chez les, comme elle peut se voir chez les femmes. Donc il n'y a pas de prédominance de sexe. Pour l'âge, en général, elle se voit après certain âge, puisqu'elle a déjà une évolution après 10 à 20 ans. Mais on peut avoir des cirrhoses chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à des pathologies héréditaires, comme je vous ai dit, comme maladie de Wilson, comme l'hémochromatose, comme la déficience en alpha-antitrypsine, etc. Donc, si génétique commence dès ils vont donner une cirrhose à l'enfance. Alors, comment faire le diagnostic? Alors, je vous ai dit que la cirrhose, elle reste longtemps asymptomatique. Et donc, on parle de cirrhose compensée. C'est pourquoi nous on dit cirrhose compensée, cirrhose décompensée. Alors, elle reste longtemps asymptomatique. Le malade, il est bien, il travaille et tout, il n'y a aucun problème. Le seul symptôme qui pourrait, c'est-à-dire commencer, d'accord, il pourrait retentir, mais il ne peut pas vraiment diagnostiquer une cirrhose, c'est l'asthénie. Le malade va sentir une faiblesse. Mais bon, faiblesse, hein, c'est un signe qui peut se voir dans toutes les pathologies et parfois même on n'est pas malade et on est fatigué, d'accord? Donc faites attention. Alors, le seul symptôme, c'est l'asthénie. Le malade va sentir, c'est-à-dire au cours des années, une asthénie importante, de plus en plus importante, qui va retentir. Alors, cette asthénie va ramener le malade un jour à être examiné. Et quand le médecin fait un examen, il va découvrir une hépatomégalie. Quand il fait l'examen, il peut trouver cette hépatomégalie. Donc, l'hépatomégalie chez le cirrhotique, c'est une hépatomégalie qui est dure, hein, quand on la voit, elle est dure, elle a un bord inférieur qui est tranchant, d'accord, et elle est indolore, elle n'est pas douloureuse. Ok. Alors, il peut trouver des signes d'hypertension portale, comme par exemple, il peut trouver une splenomégalie, d'accord, il peut palper une splenomégalie, il peut trouver une circulation veineuse, c'est des varices qui apparaissent au niveau de l'abdomen, ou bien il peut trouver une acide, c'est-à-dire du liquide la cavité péritoniale. Comment? C'est-à-dire il va trouver une matité, surtout au début, ça commence une matité déclive parce que le liquide au niveau des cul-de-sac, puis il va de plus en plus important, il va être diffus au niveau de toute la cavité abdominale. Ou bien il peut trouver des signes d'insuffisance hépatocellulaire, comme par exemple l'angiome stellaire. On va voir ou bien l'érythrose palmaire, qui sont des signes d'insuffisance hépatocellulaire, ou bien l'hypocratisme digital. Tous ceux-ci sont secondaires à tropulaires, d'accord, liés à l'hypertension portale et l'insuffisance hépatocellulaire, ou bien trouver des signes d'insuffisance endocrinienne, parce qu'il y a manque de synthèse des hormones gonadiques, et donc on va avoir des signes d'hypogonadisme, ou bien le photor hépatique, etc. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer quelques images pour bien vous expliquer. Alors, ici, à gauche, il y a la circulation. Vous voyez, parfois, on a des vraies varices, comme vous les voyez, au niveau des membres inférieurs, hein. C'est des vraies varices au niveau de l'abdomen. Donc, acide importante avec circulation veineuse collatérale abdominale. Cette circulation qui s'étend au niveau de l'abdomen, c'est très en faveur d'une cirrhose. Maintenant, quand on a une circulation veineuse qui est visible au niveau du thorax, c'est beaucoup plus en faveur des cardiopathies, ceux qui ont des problèmes cardiaques ou pulmonaires. L'image à droite, vous voyez, oui,
C'est bon? Vous entendez? Oui, docteur, vous pouvez continuer. Oui, on vous entend. Ok. Alors, l'image, très bien. L'image à droite, donc vous voyez une acide. Cette acide, elle est tellement importante qu'à donner une hernie ombilicale. Donc, on voit beaucoup de malades qui ont cette hernie comme ça ombilicale. Et parfois, l'hernie, elle va s'étrangler. Et donc, le malade, on sera obligé d'opérer ce malade. Donc, il faut laisser la l'action de l'hernie. Donc, c'est parce que l'étranglement, l'intervention d'une hernie étranglée chez un sujet qui a une cirrhose comme ça décompensée, donc il y a un risque de décès très important. Donc, c'est pourquoi on ne peut jamais laisser comme ça une acide importante chez un malade. Il faut assécher l'acide par des traitements. Il y a aussi ces signes comme l'érythrospalmaire. Donc, vous voyez un érythème au niveau les faces, la face palmaire des deux mains, mais c'est un érythème qui est irrégulier. D'accord? Alors, cet érythème, il est lié aux troubles vasculaires. Tout ça est lié à l'insuffisance hépatocellulaire. Vous voyez aussi des angles blancs ou bien l'hypocratisme digital, c'est-à-dire c'est des modifications à l'aspect des angles et de la main secondaires à des troubles vasculaires lié toujours à l'insuffisance hépatocellulaire. Vous voyez ici une circulation veineuse collatérale à gauche, donc qui est bien localisée en péri-ombilical, d'accord. À droite, vous avez une angiome stellaire, c'est-à-dire c'est une dilatation d'une artériole, d'accord, sous forme d'une image stellaire, d'accord. Ça, c'est en faveur d'une insuffisance hépatocellulaire. Alors, vous voyez donc la cirrhose, en général, on va dire c'est une cirrhose qui est compensée. Donc, il n'y a aucun signe, le malade, il va venir vous dire j'ai ça. D'accord? Sauf une asthénie qui est un signe général qui n'est pas, c'est-à-dire qui ne va pas évoquer une cirrhose. À moins que le malade, un jour, il a été examiné, on va trouver une hépatomégalie ou les signes que je vous ai décrits. Donc, la cirrhose, le malade, quand il vient, malheureusement, quand il vient avec une complication. Et donc, à ce stade, on va dire c'est une cirrhose décompensée et c'est un stade avancé de cirrhose. D'accord? C'est un stade, le malade a déjà un stade très avancé de l'évolution de sa maladie. Alors, quelles sont les complications de cirrhose? On a déjà parlé. Soit, en premier, il y a des signes qui sont secondaires à l'hypertension portale, comme la rupture des varices œsophagiennes au niveau de l'œsophage, et donc le malade va faire une hémorragie digestive, surtout des hématémèses ou bien des mélénas, ou bien une gastrite hémorragique, c'est-à-dire il y a carrément accentuation de la trame vasculaire au niveau de l'estomac, surtout la région phendique, et donc ça va donner une hémorragie, une gastrite hémorragique, d'accord? Ça, c'est la première des causes. Deuxième cause où le malade peut venir avec une acide au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire présente du liquide dans la cavité péritoniale. Donc, on avait parlé que l'acide, il est secondaire à l'hypertension portale, donc le gradient de pression entre système porte et système cave entraîne une création d'un troisième secteur. Cet acide, quand il s'agit d'une complication simple de cirrhose, on va parler d'une acide banale chez un cirrhotique, qui se traite bien sûr par les diurétiques, etc. On va parler après. Mais même cet acide, elle peut s'infecter. Et on va parler d'une infection spontanée du liquide d'acide et qu'on traite avec les antibiotiques. D'accord? Et là, un très mauvais pronostic pour le cirrhotique. Troisièmement, il y a un risque de dégénérescence au cancer. On parle de CHC, c'est-à-dire carcinome hépatocellulaire. Et comme je vous ai dit, c'est un cancer primitif du foie. Alors qu'à chaque fois que vous trouvez une tumeur au nez du foie, un malade quand il vient avec une tumeur du foie, le plus souvent, c'est donc 90%, c'est une tumeur secondaire. On va dire une métastase, et donc secondaire à un néoprimitif quelque part. Le plus souvent, c'est un néoprimitif digestif, c'est-à-dire soit le foie, plutôt soit le plus souvent le côlon ou bien l'estomac. Mais ici, c'est un néoprimitif. Et le néoprimitif, il est rare. Donc, quand vous voyez un néoprimitif chez le cirrhotique, il est le plus souvent secondaire à une cirrhose. Donc, si vous suspectez un cancer primitif au niveau du foie, et surtout c'est l'anapathe, donc il est secondaire à une cirrhose. Donc, c'est un malade qui a une cirrhose qui, jusque-là, n'a pas été diagnostiquée. Mais heureusement que le cancer, il n'est pas, c'est-à-dire comme tous les cancers, c'est-à-dire l'évolution vers le cancer, elle n'est pas fréquente.
elles se voient en général dans 1 à 5%. Malheureusement, nos malades n'arrivent pas à ce stade de cancer, enfin dire malheureusement ou quelque chose de bien ou de mauvais, parce que au stade, dès qu'ils font des complications comme l'hémorragie digestive ou l'acide ou l'encéphalopathie, malheureusement, ils vont décéder par ces complications et donc ils ne feront pas de stade terminal de cancer. Il y a aussi, dernière complication, c'est l'encéphalopathie qui est secondaire à l'excès d'ammoniac au niveau du sang parce qu'il n'a pas été éliminé par le foie. Et donc, ça va donner une encéphalopathie. Il y a aussi l'ictère qui est un signe d'insuffisance hépatocellulaire et donc lié à l'excès de bilirubine qui n'a pas été éliminé par le foie dans le sang. Et aussi, parfois, même un ictère peut témoigner aussi d'une cholestase, un blocage au niveau des voies biliaires, par exemple une cirrhose secondaire à une atteinte biliaire, ainsi de suite. Donc vous voyez les complications, toutes les complications sont de lourdes complications. Alors on peut avoir parfois des manifestations extra-hépatiques, c'est-à-dire non seulement il y a les manifestations purement hépatiques qu'on a parlé, secondaires à l'insuffisance hépatocellulaire ou bien à l'hypertension portale, et il y a parfois des manifestations qui touchent d'autres organes, comme par exemple les manifestations qui touchent le rein. Donc, on parle de syndrome hépatorénal. Alors, le syndrome hépatorénal, ça veut dire que c'est une insuffisance rénale chez un cirrhotique. Ce n'est pas une insuffisance rénale banale. D'accord. Alors, pour comment éliminer une insuffisance rénale banale, c'est qu'on va faire une échographie. Il n'y a pas une atteinte du parenchyme rénal. Et donc, ce n'est pas une insuffisance rénale banale. Elle n'est pas secondaire aux médicaments, on va demander au malade. Il n'y a pas de prise médicamenteuse qui a entraîné une néphrotoxicité, d'accord. Deuxièmement, et donc quand il n'y a aucune atteinte d'origine rénale, donc on va dire que c'est une insuffisance rénale secondaire à un cirrhotique, ou souvent, en général, elle survient si c'est un cirrhotique avec une acide, d'accord. Et elle a un très mauvais pronostic, malheureusement. Donc, dès que le malade commence à faire une insuffisance rénale, c'est un cirrhotique, donc il est très difficile de traiter d'une part. Et deuxième part, c'est que le pronostic vital, maintenant, il est engagé ça peut être de quelques mois ou bien de une année ou 2 ans, malheureusement. On peut avoir des atteintes cardiaques aussi, des atteintes pulmonaires, on va parler de foie cardiaque, ou bien aussi, c'est-à-dire l'origine pulmonaire à la cirrhose, ou bien un syndrome hépatopulmonaire. Donc, c'est un malade qui n'a pas d'antécédent pulmonaire, qui fait une dyspnée. Donc, on cherche, il n'y a aucune atteinte pulmonaire du parenchyme pulmonaire, mais qui fait une dyspnée, on va rattacher cette dyspnée à la cirrhose. On peut avoir des manifestations endocrinologiques, et sont fréquentes, comme par exemple le diabète, parce qu'il y a même défaut de synthèse de l'insuline. On peut avoir une hypotestostéronémie, c'est-à-dire une diminution des hormones chez les hommes. Ça peut entraîner donc une impuissance, une diminution de lipido, même une gynécomastie. Une même diminution des hormones chez la femme, ça peut entraîner une aménorrhée primitive ou secondaire. Euh, on peut avoir une ostéoporose, une amyotrophie, une dénutrition. Donc, ces malades cirrhotiques à la longue, vous allez trouver, c'est des sujets qui sont un peu dénutris et qui ont une coloration de visage ou de corps qui est un peu foncée, qui va s'enfoncer avec le temps. D'accord. Alors, ça, sur le plan clinique. Sur le plan biologique, donc, vous avez beaucoup de signes. Parfois, on peut avoir un bilan correct, normal. On n'a rien du tout. Alors que le malade a une grosse avancée, un stade avancé, alors que tout le bilan est normal. Parce que je vous ai dit que le foie, s'il a quelques cellules fonctionnelles, donc ça peut marcher. D'accord. Donc, quand il y a des manifestations, des complications, c'est qu'on a une altération importante du foie, du tissu hépatique. Alors, on peut avoir une cytolyse, d'accord. On peut avoir une cholestase, on peut avoir un ictère, on peut avoir une diminution d'hectare coagulation avec un TP qui va, ça c'est fréquent, voire même une diminution du facteur 5 quand on la cherche, parce que le facteur 5 n'est pas vitamine dépendant, parce que le synthétise les facteurs de coagulation sont vitamine K dépendants. Alors, donc, en cas de, plutôt le facteur 5, le foie synthétise tous les facteurs de coagulation. Alors, c'est la diminution des facteurs de coagulation. Donc,
il y a une insuffisance hépatocellulaire. Mais tous les facteurs sont vitamine K dépendants, sauf le facteur 5. Alors, si on veut être sûr, c'est-à-dire, on va donner, dans ce cas, si le TPI est bas, on va donner la vitamine K. On parle de test scolaire. Si elle est corrigée, le TPI devient normal, c'est-à-dire entre 70 et 100%, on dit que c'est une carence en vitamine K, ce n'est pas une insuffisance hépatocellulaire. Si elle n'est pas corrigée, donc on dit que c'est une insuffisance hépatocellulaire. Sinon, on va demander le facteur 5 qui n'est pas vitamine K dépendant. Et donc, s'il est bas, ça témoigne d'une insuffisance hépatocellulaire. On peut avoir d'autres signes comme l'hypoalbuminémie, d'accord? On peut avoir aussi une hypersplénisme, quand je vous ai parlé. Donc, tous les éléments du sang sont séquestrés au niveau de la rate. Et donc, on a une diminution. On peut avoir une anémie, une thrombopénie ou leucopénie. On parle de, parfois, si les trois lignées sont diminuées, on parle de pancytopénie. On peut avoir aussi une hypergammaglobulinémie, qui témoigne d'une inflammation, c'est-à-dire de tout le foie. Donc, inflammation chronique. Et on peut avoir même une CRP aussi, par exemple le TP qui est bas, on peut avoir légère cytolyse, légère hypoalbumémie, parfois il y a signe d'hypersplénisme, parfois il n'y a pas. Parfois le bilan hépatique il est carrément normal, mais ça n'élimine pas du tout un stade de cirrhose avancée. Alors comment faire le diagnostic? On a des éléments cliniques en faveur, des éléments biologiques en faveur. Maintenant concernant les explorations, alors, si on commence par une échographie, voire même un scanner, on arrive. Le scanner explore mieux le foie, mais l'échographie aussi, elle explore bien le foie. Alors, en général, ce foie qui est cirrhotique, on a dit que c'est un foie qui est irrégulier, qui est nodulaire. Donc, un bon radiologue, il peut retrouver quelques signes. Par exemple, vu que les nodules sont de petite taille, il ne va pas voir les nodules, mais il va voir un aspect dysmorphique. Il va dire un aspect dysmorphique ou irrégulier avec des contours irréguliers du foie. Donc ça, c'est très en faveur de cirrhose. Deuxièmement, il peut trouver, par exemple, un foie atrophique ou bien hypertrophique. Il parle d'hépatomégalie ou bien atrophique. Alors, quand il y a l'atrophie, ça, c'est un élément évocateur de cirrhose. D'accord? Par exemple, on peut trouver une circulation veineuse collatérale. Il y a des faisceaux qui sont visibles, mais à l'état normal, ils sont visibles. Donc, il va parler, le radiologue va dire il y a une circulation veineuse collatérale. Ça témoigne de l'hypertension portale. Il peut trouver une splénomégalie. Il va donner les mesures. D'accord? Donc, quand même, l'échographie et le scanner, ils ont un grand apport pour nous orienter. Parfois, on peut faire même une IRM, mais l'IRM n'est pas obligatoire. D'accord? L'IRM, par exemple, en cas de stéatose, elle peut quantifier cette stéatose. En cas de maladie de Wilson ou maladie ou l'hémochromatose, quand il y a un excès de cuivre ou un excès de fer, elle peut quantifier cet excès de fer. C'est important, d'accord? Alors, troisièmement, on peut faire une fibroscopie digestive haute pour rechercher des varices. Ça, c'est très important. Alors, parfois, un médecin ne doit pas se poser maintenant cette question. Un malade, oui, il me dit pourquoi moi j'ai un problème de foie, vous faites une fibroscopie. Quelle est la relation? Donc, vous connaissez, vous, la relation. Un cirrhotique, je lui fais une fibroscopie parce que je dois chercher s'il a des varices. Vous savez que les varices sont asymptomatiques. Ils vont donner rien jusqu'à un jour, ils vont donner une rupture et une hémorragie digestive. Donc, je vais obligatoirement, je dois faire une fibroscopie, rechercher des varices pour les traiter. D'accord? Donc, une fibroscopie, elle est importante chez un cirrhotique. Obligatoire. Alors, vous voyez ici la PBH. Alors, la PBH, c'est-à-dire la biopsie du foie hépatique. Alors, cet examen permet, c'est-à-dire on va injecter tout d'abord une simple seringue de la xylocaïne pour donner une anesthésie locale, mais l'aiguille va, c'est-à-dire de manière profonde jusqu'à atteindre le foie, d'accord? Entre deux actes intercérébrales, puis on va introduire une aiguille qui contient un peu de liquide sérum physiologique et on l'introduit en aspirant, puis on va introduire jusqu'au foie, puis on retire rapidement et on va retirer un fragment de foie. C'est une biopsie, hein, carrément une biopsie. C'est une biopsie qu'on le fait, mais vous savez, c'est un geste qui va confirmer la cirrhose.
Parce que je vous ai dit que la cirrhose, la définition, elle est histologique. Vous voyez que la définition, c'est une définition histologique. Mais c'est un examen actuellement qui est abandonné, qu'on ne le fait plus pour confirmer cette cirrhose, parce que c'est un examen qui est agressif. Alors, il y a beaucoup d'effets, de complications. On peut avoir des complications, même s'il y a des morbidités à 3% et une mortalité à 0,03%. Donc, mais quand il y a une agressivité, on essaye d'éviter tout examen qui est agressif pour l'organisme. Et on préfère un examen qui n'est pas agressif. D'accord? Et donc, actuellement, on ne fait plus une biopsie du foie pour confirmer une cirrhose. Alors, vous allez me dire comment je vais confirmer une cirrhose. Alors, je vais confirmer une cirrhose avec tous les données que je vais donner. C'est-à-dire, si j'ai une hypertension portale, si j'ai une insuffisance hépatocellulaire, si j'ai une hépatomégalie avec atrophie, c'est bon, le diagnostic, il est confirmé. D'accord? Je n'ai pas besoin de faire une biopsie pour confirmer. Avant, c'était obligatoire. Maintenant, on ne fait plus de biopsie pour confirmer une cirrhose. Et parfois, malheureusement, on arrive à faire une biopsie, mais la biopsie, elle est petite taille, donc on arrive à trouver, c'est-à-dire on va examiner quelques cellules de foie, et malheureusement, c'est des cellules qui sont encore normales. D'accord? Et donc, c'est un faux négatif. C'est pourquoi que actuellement la biopsie n'est plus utilisée. Sauf, par exemple, si on a un nodule au niveau du foie susceptible de cancer, à ce moment, on est obligé de faire une biopsie pour confirmer que c'est un cancer. Deuxième exploration qui est actuellement largement utilisée, ce qu'on appelle le fibroscan ou bien élastométrie. Alors, il ressemble, quand vous le voyez, il ressemble à un échographe. Seulement, la différence entre échographe et fibroscan, c'est l'argent. D'accord? L'échographe, on peut l'acheter avec 20 millions actuellement, 30 millions peut-être, je ne sais pas les prix, hein. Je travaille dans le prix. Mais le fibroscan, il coûte aux alentours plus de 500 millions, voire 1 milliard. Donc on n'arrive pas à ramener ce fibroscan, même chez nous au CHU Belabès. Par contre, il y a un fibroscan au CHU d'Oran et il y a même un Alger. Alors il ressemble à une échographie. C'est un examen qui n'est pas invasif du tout, d'accord? Et il permet de mesurer l'élasticité au niveau du foie. Donc, le taux d'élasticité, c'est la souplesse des cellules hépatiques. C'est-à-dire, à partir de ça, on va voir quel est le taux de fibrose au niveau du foie. D'accord? Et donc, c'est une simple sonde, comme la sonde d'échographie, qui est placée au niveau du foie. Et ça va donner un chiffre en kilopascal qui sera affiché au niveau de l'écran. Et il y a des mesures. Et on va dire, par exemple, le chiffre normal, c'est inférieur à 15. Et quand il y a une augmentation, donc il y a une fibrose. Et ça va donner un chiffre. Et ce chiffre va apprécier le taux de fibrose. Il y a des calculs. Donc, il y a soit fibrose légère, F1, ou les modérés, F2, F3, jusqu'au stade de F4. D'accord? Alors, les fibroses F3 et F4 sont des cirrhoses. Donc ça, c'est un examen qui est très facile, comme une échographie, et il permet de mesurer le taux d'élasticité ou la souplesse du foie. Troisième examen, c'est le fibrotest ou bien le Docteur, fibromètre. s'il vous plaît, Alors, oui, oui, vous devez oui. juste repartager votre écran parce que rate la présentation. Ah bon, ok. Révélo. Ok, je vais... C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, le fibrotest ou le fibromètre, on va analyser, on va prendre un peu de sang du malade, c'est-à-dire c'est une prise de sang, et à partir de ce sang, on va faire on va analyser plusieurs paramètres, comme par exemple tous les paramètres qui sont en rapport avec une fonction hépatique perturbée ou bien une insuffisance hépatocellulaire, comme par exemple les TGO, les TGP, le TP, le flux urinogène, les gamma-GT. Et donc, il y a une équation qui va être, c'est-à-dire avec des calculs, rassemblant tous ces paramètres, va donner un chiffre.
ce chiffre va, c'est-à-dire prédire s'il y a une fibrose ou non. Donc, c'est un test, il y a plusieurs tests c'est-à-dire, qui utilisent tous ces paramètres avec des calculs, des coefficients, etc. Et on va calculer un chiffre. Ce chiffre va dire, c'est-à-dire l'importance de la fibrose au niveau du foie. Donc, actuellement, on utilise c'est soit ce test, soit le fibroscan. Et donc, la biopsie du foie, actuellement, on ne l'utilise plus, sauf dans des situations particulières, juste parce que c'est un geste qui est agressif. Je vous dis que aucun examen ne peut remplacer une biopsie, bien sûr, mais malheureusement, vu l'agressivité, tout geste qui est agressif actuellement, il est mis à l'écart. Alors, après tous ces bilans qu'on va faire, donc cliniquement, biologiquement, les explorations et tout, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut évaluer le profil évolutif de la cirrhose. On va classer ce malade. Est-ce qu'il est au stade au début, au stade avancé ou au stade terminal? Donc, on va faire une classification dite classification de Child-Pugh ou classification pronostique qui témoigne de l'activité ou du stade évolutif de la cirrhose. C'est une simple classification, on peut la faire à chaque fois, qui comporte des bilans, des paramètres clinico-biologiques. Alors, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, va comporter les deux principales complications qui sont l'encéphalopathie et l'acide. Par exemple, l'encéphalopathie, un point si elle est absente, deux points s'il y a une confusion, et trois points s'il y a un stade de coma. L'acide, un point si elle est absente, deux points si elle est modérée, et trois points si elle est abondante. Elle va comporter aussi l'albumine, le taux de TP ou le taux de thrombine, d'accord, et le taux de bilirubine. Alors, vous voyez, ce sont les principaux paramètres de la cirrhose. Alors, si on a par exemple un child de 6 points, c'est un child de A. Donc, on est au stade de début. Donc, le malade, c'est-à-dire, on peut simplement corriger la complication et c'est bon. Si on est au stade de 7 à 9 points, c'est un child de B, ou bien 10 à 15 points, c'est un child de C. Donc, c'est des malades qui sont très compliqués et c'est des malades normalement qui doivent être mis euh, dans la liste d'attente de la transplantation hépatique. Donc, je vais vous parler après, parce que vous savez que la cirrhose, c'est une pathologie irréversible, d'accord? Et donc, la guérison, la seule guérison, le seul traitement qui permet la guérison, c'est de changer le foie. Ça veut dire faire une transplantation hépatique, d'accord? Alors, la transplantation, elle se discute quand on est au stade de child B ou bien C, donc pas au stade de child. Il y a un autre score, dit score de Métavir. Avant, on l'utilisait seulement pour l'hépatite B, mais globalement, il précise l'activité inflammatoire et histologique et la fibrose, le stade évolutif de la cirrhose. Par exemple, l'activité, c'est-à-dire, c'est un score histologique, hein, c'est les alentomontologistes qui vont nous donner le score. Alors, par exemple, l'activité, ça veut dire l'inflammation et la nécrose. Deuxièmement, il y a la fibrose. Alors, si on est au stade de F4, c'est-à-dire une fibrose qui est mutilante, qui dépasse les vues, qui est mutilante, donc c'est le stade de cirrhose. Donc, en général, nous, on utilise beaucoup plus le score de Schott, mais en général, on n'utilise pas le score de Métavir parce qu'actuellement, on ne fait plus de PBF de façon systématique, c'est-à-dire la biopsie hépatique de façon systématique, seulement à titre de connaissance pour le connaître. Alors, quelle serait la prise en charge d'une cirrhose? Cette pathologie lourde, avec de lourdes conséquences. Alors, comment traiter cette pathologie? D'accord? Alors, bien sûr, on a plusieurs paramètres pour traiter une cirrhose. Premièrement, si vous arrivez à trouver la cause de la cirrhose, il faut traiter la cause de la cirrhose. Si vous avez, deuxièmement, il faut traiter la complication de la cirrhose. Parfois, la complication de la cirrhose, elle est due à une cause. Donc, il faut traiter la cause de la complication et la complication. Et enfin, on va traiter ça et aussi, on va apprécier le profil évolutif de la cirrhose à travers la classification de Child-Pugh pour proposer ce malade à une transplantation hépatique. Est-ce qu'il est au stade de proposer une transplantation hépatique ou non? Alors, traitement de la cause, pour le traitement de la cause, c'est simple, hein. Le traitement de la cause, par exemple, si on a une hépatite B, il y a le traitement de l'hépatite B. Si on a une hépatite C, il y a le traitement de l'hépatite C. Actuellement, l'hépatite chronique C, c'est-à-dire, on va dire, pas au stade de cirrhose, hein, on va dire,
L'hépatite chronique C, il y a un traitement qui permet la guérison à 100%, ce qui est très très bien. Donc, si vous voyez un malade qui a une hépatite C, il faut le conseiller de venir prendre le traitement avant d'arriver au stade de cirrhose, avec toutes ses complications et la gravité. Maintenant, hépatite C, on peut traiter avec une guérison à 100%, ce qui est une chance actuellement. Par contre, pour l'hépatite B, malheureusement, il y a une chance que malade, quand il est infecté par l'hépatite B, il y a une guérison, dans 40-60%, c'est une guérison spontanée. Des autres vont évoluer vers la chronicité. Alors, il y a un traitement, mais c'est un traitement qui permet de ralentir l'évolution, mais malheureusement, il n'y a pas une guérison à 100%. Dans le traitement de l'hépatite B, actuellement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un traitement qui permet une guérison à 100%, malheureusement. Mais pas tous les malades qui sont infectés évoluent vers la chronicité. On a dit que 30 à 60% des malades infectés par le virus de l'hépatite B peuvent avoir une guérison spontanée sans traitement. D'accord? Alors, l'alcoolisme, si c'est d'origine alcoolique, il faut arrêter de l'alcool. Si c'est d'origine médicamenteuse, arrêter de médicaments. Si c'est une maladie génétique, par exemple, maladie de Wilson, alors le cuivre, on va donner des chélateurs de cuivre. Maladie qui est due au fer, hémochromatose, d'excès de fer, on va donner des chélateurs de fer, d'accord? C'est des traitements qu'on donne par oral qui permet de réduire le fer et donc améliorer l'état. Vous allez me dire pourquoi on traite la cause, puisque la cirrhose, c'est irréversible. On traite la cirrhose parce que la cause, si on traite la cause, on ralentit encore l'évolution de cette cirrhose, ce qui permet quand même d'apporter une prolongation de survie pour ce malade. D'accord? Le traitement de la cause permet de ralentir l'évolution. Donc, il faut toujours traiter la cause et traiter la complication. Alors, pour les complications, alors la principale complication, c'est la rupture des varices œsophagiennes qui va donner une hémorragie digestive. Alors, le malade, il a une cirrhose, il est chez lui, on ne connaît pas qu'il a une cirrhose. Un jour, il va faire une hémorragie digestive, il va venir au service. Les deux causes principales d'hémorragie digestive, surtout hématémèse ou méléna, c'est la rupture des varices chez un cirrhotique et la maladie du virus gastro-duodénal. Vous allez, avec un simple interrogatoire chez le malade, vous allez trouver des symptômes en faveur de telle ou telle pathologie. Si le malade fait une hémorragie digestive actuellement due à une rupture des varices, ce que là, quand vous faites un examen, vous allez avoir assez d'éléments pour pour évoquer une cirrhose, parce qu'il est au stade de complication. Vous allez certainement vous trouver une hépatomégalie, un subictère, une circulation veineuse collatérale, angiome stellaire, érythrospalmaire. Donc vous allez certainement trouver des signes où vous allez dire, avant de faire une fibroscopie, qu'il s'agit probablement d'une cirrhose. D'accord? Alors les deux principales causes d'hémorragie digestive, c'est la rupture des varices chez les cirrhotiques et c'est la maladie de cirrhose gastro-duodénale. هادو زوج يدوا plus grande fréquence. Après, il y a les autres étiologies, que ce soit étiologie inflammatoire, tumorale, infectieuse, etc. D'accord? Alors, le traitement de l'hémorragie digestive chez les cirrhotiques par rupture des varices, il y a deux traitements associés quand il y a rupture des varices. On va donner des médicaments, bien sûr, par voie injectable, qui permettent de diminuer le débit vasculaire au niveau des vaisseaux, et donc le saignement va s'arrêter. Parmi ces médicaments, il y a les dérivés de vasopressine, tels que la glypressine, et les dérivés de la somatostatine, tels que l'octréotide. On a, nous, au service, on a l'octréotide, on le donne aux malades. Alors, c'est un traitement, on va donner à seringue électrique, c'est-à-dire par injection, perfusion continue, traitement continu, pendant 2 à 5 jours. D'accord? Bien sûr, on va associer ça plus un traitement endoscopique, par l'endoscopie. Alors, qu'est-ce qu'on fait par l'endoscopie? Nous, on a fait une endoscopie, on a trouvé des varices qui saignent. Donc, on arrive à ces varices qui saignent, ou bien même si on ne trouve pas un saignement, on trouve des grosses varices, comme les varices qu'on voyait au niveau des membres inférieurs. C'est la même chose, bien c'est pire, hein, d'accord? Donc, on va aspirer cette varice. Il y a un système aspirer et on va étrangler par un élastique. Quand vous étranglez comme ça, quand vous faites des coups de cheval, on va étrangler par un élastique et donc cette varice va s'affaisser. Et donc il n'y aura plus de varice, c'est-à-dire on va éradiquer carrément cette varice. Ça, c'est le traitement
dans le cas de l'urgence. Maintenant, système malade qui vient, on a fait une fibroscopie, il ne vient pas avec hémorragie cécile, mais on a fait une fibro, on a suspecté une cirrhose, on a fait une fibroscopie, on a trouvé des varices. Si c'est des grosses varices, on fait le traitement endoscopique. Si c'est des varices modérées, ce n'est pas important, on donne un traitement aussi qui permet de diminuer le débit sanguin, qui sont les bêta-bloquants. D'accord. Comme médicament, on va donner l'avlocaril, c'est des comprimés à 160 mg, on donne un comprimé par jour. C'est un traitement au long cours à vie. Bien sûr, il faut éliminer les contre-indications. Par exemple, un diabète déséquilibré, un asthme déséquilibré, ou bien les blocs un BAV, les blocs auriculoventriculaires, on va faire un ECG s'il est normal, on peut donner ce traitement. Alors, vous voyez ici les traitements endoscopiques. Donc, vous voyez des varices, d'accord, ils paraissent. Alors, ici, à gauche, on a mis un élastique, on parle de ligature élastique, ce qu'on fait au niveau du service. Avant, il y avait plusieurs techniques de traitement endoscopique, comme par exemple la sclérothérapie, c'est-à-dire on va injecter un produit au niveau de la varice qui va entraîner une sclérose, il donne une thrombose et l'arrêt du saignement. Mais actuellement, on ne fait pas ça parce qu'il y a le risque de saignement et le risque de sténose après les sclérothérapies. Et donc, tout geste qui risque d'avoir des complications, avec le temps, il sera abandonné. Par contre, la ligature élastique, c'est-à-dire mise en place d'élastique, cet élastique après, la varice qui est étranglée sous forme de ballon, elle va tomber, elle va laisser une petite ulcération comme ça. Cette ulcération, c'est pourquoi on donne les malades pendant 1 semaine à 2 semaines un IPP. Parce qu'il y aura l'apparition de petite ulcération à ce niveau qui va se cicatriser par l'IPP. Et l'élastique, il est résorbable ou il sera éliminé, il ne pose aucun problème. D'accord. Parfois, on a des varices au niveau de l'estomac et c'est des varices impossibles de placer un élastique. Par exemple, au niveau de la grosse tuberosité, c'est très difficile de faire ce geste. Et donc, on va arriver à ce niveau, on va éjecter par une aiguille une colle, dite colle biologique, d'accord, qui va combler la varice et donc il y a l'arrêt du saignement. D'accord. Parfois, dans le cas de l'urgence, et on a des traitements. On a un malade, on est pendant la garde, on n'a pas de ligature pour faire, on n'a pas de faire un traitement endoscopique. Donc, il y a une mesure on va dire, de débrouillage. C'est le tamponnement par sonde à ballonner au centre de Blackmore. C'est une sonde gastrique, vous avez déjà vu des sondes gastriques, d'accord. Alors, cette sonde gastrique, elle contient des ballonnets ces ballonnets qui seront gonflés au niveau de l'œsophage et au niveau de l'estomac. Donc, on va placer la sonde gastrique, puis on va gonfler ces ballonnets. Ces ballonnets qui se situent au bord de la sonde, qui vont comprimer les varices au niveau de l'œsophage ou bien comprimer les varices au niveau de l'estomac. Et donc, quand il y a compression d'une varice, il va y avoir l'arrêt du saignement. Donc, c'est une méthode qui est très efficace, c'est-à-dire au cours d'hémorragie, mais malheureusement, il y a un récidive important dès qu'on enlève la sonde. Et donc, c'est une méthode qu'on utilise, c'est-à-dire c'est-à-dire si on n'a pas d'autres méthodes, etc. Mais actuellement, le meilleur traitement, c'est la ligature élastique avec un traitement médical, bien sûr, pour diminuer le débit sanguin vasculaire. Alors, si tous ces traitements, et c'est exceptionnel, hein, nous, à chaque fois quand on fait ces traitements, il y a une très bonne évolution et c'est bon. Mais si, malheureusement, un malade qui ne répond pas à ces traitements, il y a d'autres traitements qui sont utilisés rarement. Par exemple, toujours dans le cas de diminution du débit sanguin au niveau du système, au niveau des vaisseaux, des varices, il faut diminuer le débit sanguin au niveau du système porte. D'accord. Pour diminuer le débit sanguin au niveau du système porte, il faut la mise en place de prothèses au niveau du système porte-cave, ce qu'on appelle les TIPS. D'accord. Alors, c'est des shunts ou bien des prothèses qu'on les met entre pour diminuer le débit sanguin au niveau du système porte. Elle se place souvent par voie radiologique. D'accord. Le contrôle radiologique. Alors, si vraiment impossible de réaliser, on fait carrément un traitement chirurgical et on fait des dérivations porto-systémiques, voire exceptionnellement,
on n'arrive plus, c'est la transplantation hépatique. Mais je vous dis que souvent, donc, le traitement des brèches digestive, c'est-à-dire le traitement, la ligature élastique avec le traitement médical, ça apporte de très bonnes réponses. Deuxième complication, c'est l'acide ou bien le syndrome œdémato-acidique. Alors, tout d'abord, un malade, quand il vient avec une acide, on doit explorer cet acide. On fait une ponction au niveau de point de McBurney à gauche, c'est-à-dire au niveau de la fosse iliaque gauche. On l'appelle point de McBurney, comme l'a fait l'appendicite, mais c'est à gauche. Alors, on va explorer cet acide. Tout d'abord, on doit être sûr que c'est une acide d'origine cirrhotique et pas une autre cause. Alors, si c'est une acide transudative, c'est-à-dire le taux de protéines est inférieur à 30 grammes par litre, donc c'est une acide transudative et donc la première cause ou la cause la plus fréquente, c'est le cirrhose. D'accord? Alors, on va explorer et parfois, mais s'il y a une acide importante, on peut même faire une évacuation du liquide. D'accord? Alors, le traitement de l'acide, puisque c'est une acide qui est secondaire à une hypertension, donc on va donner les diurétiques. Hein. Alors, tout d'abord, on va commencer par un régime hyposodé. On diminue un peu, on va demander au malade de diminuer les sels alimentaires. Et deuxièmement, restriction hydrique. Restriction, c'est pas importante. Hein. C'est-à-dire, on va dire au malade de ne pas dépasser 1 litre par jour. Sinon, il va tomber dans la déshydratation. Et on va donner, au bout d'une semaine, s'il n'y a aucune amélioration, on va ajouter les diurétiques. Alors, on va donner les diurétiques comme la spironolactone, l'aldactone, c'est un comprimé 75 mg par jour, avec l'azilix ou furomésémide. Alors, on commence progressivement les doses. On commence par des diurétiques de lance comme la spironolactone. Alors, on va donner 75 mg, un comprimé. S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 3 jours, on va augmenter à 2 comprimés, à 3 comprimés. Alors, s'il n'y a pas d'amélioration, on ajoute de l'azilix ou du furosémide. Alors, si on arrive à une dose de 160 mg de spironolactone associé à, 400 mg de spironolactone associé à 60 mg de furosémide ou l'azilix et il n'y a pas d'amélioration, dans ce cas, on parle d'acide réfractaire. C'est-à-dire que c'est un malade qui ne va pas s'améliorer avec le traitement médical. C'est une situation exceptionnelle. Dans ce cas, c'est une indication de transplantation hépatique. Sinon, en attendant, ou bien sûr la transplantation hépatique n'est pas donnée à tout le monde, donc on peut faire des ponctions évacuatrices. Alors on fait à chaque mois le malade, quand il a une acide importante, on fait évacuer cet acide par une ponction au niveau de toujours de McBurney à gauche, bien sûr, avec une aiguille comme le cathé. Et bien sûr, on va compenser ce liquide évacué par de l'albumine. Il faut le compenser obligatoirement par l'albumine. L'albumine permet d'améliorer la fonction hépatique. Alors, il ne faut pas le compenser par le sérum salé. Ok. Alors, chaque 3 litres de liquide évacué, on donnera un flacon de 20 mg, 20 grammes d'albumine. D'accord? Et donc, on peut éliminer, évacuer jusqu'à 6 litres à 12 litres de liquide. L'essentiel que le malade a une bonne tension. Parce que s'il y a une hypotension, on ne peut pas évacuer, on ne peut pas faire une ponction évacuatrice si le malade déjà a une hypotension. Troisième complication, c'est l'infection du liquide d'acide. Alors, ça peut donner des douleurs abdominales associées, voire même une rougeur au niveau de l'abdomen. Et donc, comment confirmer cette infection de liquide d'acide? C'est quand on fait l'étude du liquide d'acide, on va rechercher le taux de globules blancs avec le taux de polynucléaires neutrophiles. S'il est supérieur à 250 mg, donc il y a une infection. Alors, bien sûr, on va faire un examen bactériologique, un examen direct, c'est culture. Peut-être on va trouver le germe. Alors, parfois, même si on ne trouve pas le germe, s'il y a un taux de leucocytes de polynucléaires neutrophiles supérieur à 250, c'est une infection du liquide d'acide et l'infection, ça se traite par des antibiotiques. Alors, le plus souvent, soit on donne des céfotaxines, céphalosporine troisième génération, ou bien de l'augmentin, d'accord, ou bien de la norfloxacine, c'est l'équinolone. En général, on donne un traitement de 1 semaine. Alors, traitement de l'encéphalopathie maintenant hépatique. C'est la troisième complication redoutable de la cirrhose. Alors, quand il y a une encéphalopathie, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc, tout ce qu'on fait, c'est diminuer
ou bien, c'est-à-dire essayer d'améliorer, mais c'est-à-dire on ne peut pas, c'est-à-dire c'est une évolution spontanée, parce que c'est un stade terminal, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut donner parfois les laxatifs ou les lactuloses quand il y a une hémorragie digestive associée, parce que quand il y a un malade qui fait une hémorragie digestive, ce sang qui contient de l'urée, qui est transformé en ammoniac à cause des bactéries de l'intestin, va donner l'encéphalopathie. Et l'encéphalopathie, souvent, elle est associée à l'hémorragie digestive, c'est-à-dire ou associée à l'hémorragie digestive. On peut donner donc métronidazole ou quinolone comme antibiotiques qui vont détruire les bactéries intestinales qui vont transformer l'urée en ammoniac et l'ammoniac va aggraver l'encéphalopathie par exemple. On peut donner un régime hypoprotidique pour ne pas donner trop de protides qui favorisent la formation de l'ammoniac. Mais en général, normalement, au stade d'encéphalopathie, il faut faire une transplantation hépatique. Alors, on a parlé donc de traitement, c'est les principales complications, c'est-à-dire l'acide, l'hémorragie digestive et l'encéphalopathie hépatique. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une maladie chronique, donc euh, le rôle important du traitement préventif est la surveillance. D'accord? Tout d'abord, le dépistage du cancer. Comme on a dit que c'est une pathologie qui peut évoluer vers le cancer, donc ce malade on doit faire une échographie tous les 6 mois. Alors, si on trouve un nodule clair, on a dit que la cirrhose, elle est nodulaire, mais les nodules sont micro. En général, ce sont des petits nodules. Donc, à l'échographie, elle ne va pas dire qu'il y a des nodules. Elle va dire un foie qui paraît irrégulier, qui paraît dysmorphique. Donc, ce n'est pas un foie qui paraît normal. Mais elle ne va pas voir des nodules. Mais quand il y a un nodule, c'est très suspect de malignité, d'accord, dégénérescence, voire même les cirrhoses qui ont des aspects des macronodules, on parle de cirrhose nodulaire, évolue beaucoup plus, il y a un risque plus important d'évolution vers le cancer. Alors, deuxièmement, la recherche des varices. Alors, dès que j'ai un cas de suspicion de cirrhose, je dois faire une fibroscopie. Mais attention, actuellement, on revient même sur la fibroscopie. Certains malades qui refusent la fibroscopie. Alors, ce tuyau qui est rentré dans l'organisme, parfois, il y a des malades qui ne le supportent pas. Même si on leur dit, c'est pas douloureux, c'est pas douloureux. Allez-y, essayez vous-même. Alors, donc, même la fibroscopie, actuellement, on revient sur ça. Mais attention, on doit chercher des varices. Alors, comment faire? Alors, ils disent que si vous faites un fibroscan, le fibroscan qui témoigne, c'est-à-dire du taux de fibrose, on va parler de l'élasticité et par conséquent de fibrose au niveau du foie. C'est-à-dire elle va prédire la cirrhose. Alors si le taux d'élasticité il est inférieur à 20 kilopascal avec un taux de plaquettes supérieur à 150, c'est-à-dire tout est bas, ce n'est pas la peine de faire une fibroscopie. Ils ont remarqué que, en général, quand on a ces deux paramètres, il n'y a pas de varices quand on fait une fibroscopie. Ça, c'est pour dire un peu les indications d'endoscopie dans la cirrhose. Normalement, on doit la faire pour rechercher les varices. Mais ils ont remarqué à chaque fois, si on a ces deux paramètres, il n'y a pas de varices. Donc, ils ont dit, si vous avez un taux de plaquettes supérieur à 150 000, ou vous avez un taux de, d'élasticité au cours du fibroscan inférieur à 20 kilopascal, ce n'est pas la peine de faire une fibroscopie. D'accord? Mais il faut le faire dans une année. Alors, si ces deux conditions ne sont pas réunies, il faut les deux. Et il faut faire une fibroscopie. Alors, je vais faire une fibroscopie. Ce n'est pas obligatoire, je vais trouver des varices. Parfois, je fais une fibrose, je ne trouve pas de varices. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore construits. Et donc, dans ce cas, je dois refaire une fibroscopie après une année jusqu'à 3 ans. Moi, je préfère une année. Hein. Je ne laisse pas jusqu'à 3 ans. Alors, si je trouve des varices grade 1, parce que maintenant les varices, les classes, non, il y a une classification. Le grade 1, c'est-à-dire qu'on va voir les varices, mais quand on insuffle de l'air, ils disparaissent, tellement ils sont minimes. D'accord? Dans ce cas, on ne fait pas de traitement, aucun traitement. À peine on visualise, mais ils disparaissent rapidement si on insuffle de l'air, parce que c'est des varices, c'est des vaisseaux. Dans ce cas, il faut refaire une fibroscopie dans une année pour contrôler. Deuxièmement, pour les varices grade 2 ou 3, c'est des varices qui ne disparaissent pas en insufflation. Quand on insuffle de l'air, ils ne disparaissent pas. D'accord? Alors, mais on dit que le grade 2, c'est-à-dire elles sont là et elles ne disparaissent pas.
Le grade 3, elles sont là. Elles ne disparaissent pas à l'insufflation, mais elles sont confluentes et circonférentielles. C'est-à-dire, elles touchent toute la circonférentielle de l'œsophage. D'accord? Alors, dans ce cas, obligatoirement, on doit donner un traitement. On donne les bêta-bloquants, c'est la blocardine ou la propranolone. On donne un comprimé 160 par jour au long cours. C'est à vie. C'est un médicament qui va permettre de diminuer le débit sanguin au niveau des vaisseaux et donc, par conséquent, une diminution du calibre ou du volume des varices. D'accord? Maintenant, c'est dès le premier jour, bon, on fait une fille, on trouve très grosse varice, avec même parfois tellement elle est importante qu'il y a des signes rouges, c'est-à-dire qu'ils sont devenus rouges, c'est-à-dire ils vont s'éclater à tout moment. Dans ces cas, on va, et, actuellement, donc, ils préfèrent de faire un traitement endoscopique associé, même si le malade n'a jamais fait d'hémorragie digestive. Parce que il va faire une hémorragie digestive un jour ou de l'autre. Et donc, on va associer un traitement endoscopique qui est la ligature des varices, qu'on a vu par voie endoscopique. Et que ce traitement, qu'on le fait, c'est-à-dire classiquement et habituellement au niveau du service. Oui, traitement préventif aussi, et ce qu'il faut éviter tous les médicaments. Alors, certains posent cette question, cirrhotique, est-ce qu'on peut lui donner des médicaments? D'accord. Alors, il faut savoir que tous les médicaments, je vais dire la majorité, et même parfois tous les médicaments ont un métabolisme hépatique. Et donc, c'est une altération de fonction hépatique. Tous ces médicaments, le métabolisme ne sera pas correct, et il y aura même, c'est-à-dire un effet dans le sang, et donc il va y avoir une possible toxicité de ces médicaments dans le sang. Et donc, on préfère chez les cirrhotiques ne plus utiliser des médicaments. Mais parfois, c'est impossible, d'accord? Donc, il faut donner des médicaments. Un cirrhotique peut faire n'importe quelle pathologie, d'accord? Il peut faire une maladie ulcéreuse, il peut faire une tuberculose, il peut faire n'importe quoi. Alors, comment faire? Alors, si vous avez un cirrhotique, mais qui est compensé et que le bilan hépatique est correct, et pas de cytolyse, pas de cholestase, ça ne pose pas de problème. On va donner les médicaments qui est nécessaire, pas facultatif. Ça, nécessaire. On va donner le médicament qui est nécessaire et on surveille le bilan hépatique. Maintenant, s'il y a une cirrhose qui est décompensée avec une cholestase, maintenant, donc on ne donne pas de médicament. Maintenant, si on est vraiment obligé, d'accord, obligé, on donne le médicament, puisqu'on va dire que c'est plus fort que nous, le pronostic, il est sombre. On ne va pas laisser un malade souffrir devant nous. C'est pas ce médicament qui va donner, qui va aggraver le pronostic. Son pronostic, il est sombre. Mais si vous avez un malade d'état général bien conservé, la cirrhose, il va vous dire, est-ce que je peux prendre un médicament? Alors, si le bilan hépatique est correct, il peut prendre un médicament. S'il est perturbé, faites attention. D'accord? Donc, en général, on va dire, évitez les médicaments à prendre de façon anarchique comme ça, ou bien automédication chez les cirrhotiques. Tout médicament qu'il va le prendre, il risque d'aggraver son tableau. Alors, en conclusion, et on va voir après des QCM, en conclusion, alors le traitement plus important dans la cirrhose, c'est le traitement de l'hépatite virale. Attention, le stade de cirrhose, c'est un stade grave. D'accord? C'est une maladie chronique. Je ne vais pas lui dire, un malade, je ne vais pas lui dire, c'est pas un cancer. C'est une maladie chronique inflammatoire. Mais elle a de lourdes conséquences. Donc, de préférence, il faut prévenir. La transplantation hépatique, qui est largement utilisée dans les pays occidentaux, oui, d'accord, qui coûte très très cher et que les malades, ils sont dans une liste d'attente qui pendant des années. Chez nous, on a fait quelques malades au Constantine, à Alger, même à Oran, deux ou trois, mais elle n'est pas largement utilisée. On est encore très limité dans la transplantation hépatique, très très limité. D'accord? Et encore, on fait la transplantation à partir de donneurs vivants, pas à partir de cadavres. Le meilleur, c'est le cadavre, c'est pas le donneur vivant. À l'étranger, on fait plus de transplantation à partir de donneurs vivants parce on court aucun risque pour le donneur. Alors, meilleure solution, c'est la prévention. Puisque la première cause chez nous, c'est l'hépatite virale, traiter l'hépatite virale. Donc, à chaque fois, vous suspectez une hépatite virale, une asthénie importante, comme vous pensez à une grippe, vous pensez à une hépatite virale, vous donnez la sérologie virale. D'accord? Alors, que ce soit on traite une hépatite B ou une hépatite C,
C'est heureusement actuellement en traitement, ça y est, c'est une guérison à 100%, on est très heureux. Ça fait 2 ans, 3 ans, ça fait pas longtemps. L'hépatite B, d'accord, on n'est pas encore arrivé à ce stade, mais espérons un jour on arrivera à ça. Donc, traiter cette hépatite virale qui est la cause de la majorité des cirrhoses chez nous. Deuxièmement, il faut dépister les patients à risque. Donc, savoir, maintenant, je vous ai donné des astuces de cirrhose. Donc, savoir quand est-ce que vous suspectez une cirrhose pour demander des bilans. N'hésitez pas à demander une échographie, mais quand vous demandez, par exemple, une échographie qui explique très bien le foie, ne faites pas comme ça. Échographie, les radiologues, échographie douleur abdominale. Si vous demandez une exploration, vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez de cette exploration? Donc, je cherche exploration du foie. Recherche-moi un syndrome d'hypertension portale. Atteignez le diamètre, le transporte, le diamètre de la veine splénique. Alors, le radiologue il va chercher. Alors, s'il y a une hypertension portale, ça y est, vous avez une cirrhose. Recherchez-moi une acide. Ah, que je demande, moi, au radiologue, je lui demande des symptômes. Cherche-moi ça, ça, ça. Donc, le radiologue va s'intéresser encore plus. D'accord? Mais si je lui fais échographie, scanner, il va me donner une interprétation standard et parfois même écrite et ils oublient même ce qu'il a trouvé chez le malade. Alors, dépister et traiter les complications, d'accord? Éviter la dénutrition. On a dit que c'est un malade qui risque d'avoir une insuffisance endocrine, multiples carences secondaires à faute de synthèse et métabolisme de tous les éléments, et donc éviter la dénutrition chez les cirrhotiques, d'accord? Et enfin, le traitement idéal, malheureusement, c'est la transplantation hépatique, mais vu que c'est un traitement qui est très difficile l'avoir, d'accord? Et donc, il est gardé au stade terminal, c'est le stade C, d'accord? Alors, maintenant, on va avoir quelques questions. C'est des questions que j'ai déjà posées, que ce soit le concours de Résidana ou bien des examens de module de gastro, d'accord? Alors, première étiologie, moi, mes questions sont toujours simples et claires. Alors, c'est pourquoi que je leur dis les étudiants, il ne faut pas venir me demander un point. Normalement, vous devez avoir 19 ou 20, ok? Alors, la première question, c'est un foie de cirrhose non compliqué présente à l'examen. Habituellement, donc, quoi? C'est chercher les réponses justes. Une hépatomégalie qui est indolore, oui, c'est possible. Une surface lisse, non. C'est une surface irrégulière, d'accord? Nodulaire. Une consistance dure, oui. Une surface nodulaire, oui. Un bord inférieur tranchant, non. Oui. Et donc, ce qu'il faut, c'est B. Donc, les réponses justes, c'est A, C, D et E. Parmi les causes de cirrhose, une est fausse. Laquelle? Alcoolisme chronique, oui. Hépatite A, non. C'est clair et net. Hépatite B, oui. C, oui. Et D, oui. D'accord? Donc, seule qui est fausse, c'est l'hépatite A. Une hypertension portale est évoquée devant. Cochez les réponses justes. Alors, l'érythrose palmaire, oui. C'est plutôt, pardon, l'hypertension portale. Donc, qui dit hypertension portale, c'est-à-dire une dilatation veineuse. Donc, érythrose palmaire, on a dit, c'est un signe d'insuffisance hépatocellulaire. Angiome stellaire, c'est un signe d'insuffisance hépatocellulaire. Hépatomégalie à bord inférieur tranchant, ça peut être une cirrhose, mais ce n'est pas un signe d'hypertension portale. D'accord? Circulation veineuse collatérale abdominale, oui, parce que c'est des vaisseaux qui sont dilatés. Splénomégalie, oui, parce qu'elle est secondaire à une hyperpression au niveau de la veine splénique qui est secondaire à l'hyperpression portale. Donc, les réponses justes sont D et E. Parmi les paramètres de la classification de Charles-Pug, un est faux. Lequel? L'encéphalopathie, juste. Acide juste, albumine juste, TP juste, c'est l'anémie. L'anémie qui est faux. D'accord? Parmi les signes d'hypertension portale, un est faux. On a presque la dernière question. Donc, hépatomégalie, non. La splénomégalie, oui. Bon, pardon, est faux. Lequel? C'est l'hépatomégalie qui est faux. Hépatomégalie, c'est un signe de cirrhose, oui, d'accord. Mais ce n'est pas un signe d'hypertension. Citez-moi l'hypertension portale. La splénomégalie, oui. La circulation veineuse, oui. Une varice œsophagienne, oui. Une dilatation de la veine porte à l'échographie, oui. Le liquide banal de l'acide du cirrhotique doit contenir la réponse juste.
un taux de protéines inférieur à 15, pas obligatoirement juste inférieur à 15, c'est inférieur à 30. Ça se peut qu'ici, une question qui n'est pas très bien posée, parce que inférieur à 15, c'est une acide sérotique, hein, parce qu'elle est inférieure à 30. Ou inférieur à 10 aussi, c'est sérotique, d'accord? Mais plus que 30, non. Et plus que 40, non. C'est pourquoi que cette question, moi, je l'ai rectifiée, hein. Donc, normalement, la réponse juste, c'est A, B, C. D'accord? Alors, quels sont les traitements possibles de l'acide banane du sérotique? Quelles sont les réponses justes? Alors, les diurétiques, oui, on peut donner diurétique. Un régime hyposodé avec restriction hydrique, oui. Des ponctions évacuatrices d'acide, oui. Des antibiotiques, non, parce que j'ai dit acide banal, pas infection du liquide d'acide. Il faut faire la différence. Alors, acide banal du sérotique, on ne le traite pas par des antibiotiques. Infection du liquide d'acide qui sera confirmée par un taux de polynucléaire neutrophile dans le liquide d'acide supérieur à 250 par microcube, non, oui, on donne les antibiotiques. La transplantation hépatique, si résistance au traitement médical, ben oui, bien sûr, c'est oui. Donc, les réponses justes, c'est des diurétiques, la restriction hyposodique avec restriction hydrique, les ponctions évacuatrices et la transplantation hépatique. Chez un malade ayant une cirrhose alcoolique, la fibroscopie révèle la présence de varices vagines grade 1. Parmi les propositions thérapeutiques suivantes, quelle est celle qui doit être proposée? Absence de traitement. Oui, parce qu'on a dit varices ou VO grade 1, on ne donne aucun traitement, mais on doit refaire l'endoscopie dans une année pour voir si les varices c'est-à-dire sont augmentées de taille. Avlocardile, non. L'Azilix, non. L'Azilix, c'est pour l'acide. Ligature élastique, c'est un traitement des varices, mais c'est de grande taille. Aldactone, c'est pour l'acide. Donc, la réponse est A. Chez un malade cirrhotique, gastroscopie révèle des varices sophagiennes stade 1. Bon, ça c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Je sais pas, je l'ai mis 2 fois. Le dépistage du cancer sur cirrhose repose sur la réponse. Une échographie abdominale annuelle? Non. Échographie abdominale tous les 6 mois? Oui. Donc, ça dit, il y a la réponse juste, c'est B. Bilan hépatique tous les 6 mois? Non. Le bilan hépatique, il peut même être normal, même en cas de cancer. La ponction biopsie du foie tous les 6 mois? Non. On a dit que c'est un geste agressif. On ne le fait même pas pour confirmer cirrhose. L'IRM hépatique annuelle? Non. L'IRM a là des indications bien précises. Donc, la réponse juste, c'est échographie abdominale tous les 6 mois. C'est-à-dire que maintenant, dans le cas de dépistage, on fait des examens qui sont simples et qui sont faciles à réaliser. D'accord? Ça, c'est recommandation internationale. Et voilà, j'ai terminé la question. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions à répondre? L'heure, il reste Merci 25 minutes. beaucoup, Dr. Si vous Tetsel. avez des questions, de rien. Merci beaucoup, Dr. Tetsel. Il Alors, n'y a il pas y de a des questions, il problème. y a Donc, énormément de questions. d'accord, je réponds. Jusqu'à 5 heures. Alors, concernant le carcinome hépatocellulaire, le vieillissement du nodule dû au temps artériel avec le wash-out précoce au temps veineux et portal est-il suffisant pour dire que c'est très probable un THC? C'est pas, on confirme pas avec ça. C'est très évocateur, mais nous, quand on veut confirmer, on doit faire, c'est-à-dire un CHC, on doit faire une biopsie. C'est-à-dire c'est très probable, mais on doit confirmer. C'est la seule indication de la biopsie hépatique, c'est-à-dire quand on suspecte un CHC. D'accord? Et parfois, on a même un marqueur tumoral ajouté, c'est c'est l'alpha-photoprotéine, qui est un marqueur tumoral. Actuellement, on ne l'utilise pas, mais parce qu'on a simplifié le dépistage sur simple échographie, parce que toujours les dépistages, il faut des examens très simples et qui est moins coûteux, d'accord? Et donc, si on a un nodule, par exemple, on a cet aspect, il est très évocateur de CHC. On peut même demander une alpha-photoprotéine, qui est un marqueur tumoral très élevé en cas de CHC, mais il peut être normal même en cas de CHC. S'il est augmenté, s'il est supérieur à 400 nanogrammes par millilitre, dans ce cas, c'est très en faveur de CHC, c'est la seule indication qu'on ne fait pas de biopsie.
Dans les autres indications, on doit faire une biopsie parce que les oncologues ont besoin d'une anapathe pour donner un traitement, une chimiothérapie. Alors, le traitement du CAC, s'il y a de, c'est-à-dire c'est en fonction aussi de l'incidence pathocellulaire. Alors, s'il y a de petits nodules inférieurs à 3, inférieurs à 1 centimètre et moins de 3 nodules, on peut faire un traitement chirurgical, c'est-à-dire des hépatectomies. Maintenant, s'il y a plus, on est obligé de faire une transplantation hépatique. Parfois, c'est possible de faire transplantation ou bien traitement chirurgical, on va donner une chimiothérapie. Il y a des médicaments, comme par exemple le sorafenib, ou bien il y a un traitement local, comme la radiofréquence ou bien la chimio-embolisation qui permet de détruire le nodule localement. D'accord? Alors, tous ces traitements, on ne peut pas les utiliser si on n'a pas une preuve anatomique. Donc, c'est un D'accord, merci élément beaucoup. très évocateur, mais la biopsie, elle est importante. Oui, D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, comment expliquer que les patients restent asymptomatiques au cours de la cirrhose, alors que d'autres patients oui. non, et par quels moyens on peut dépister la cirrhose? Vous Alors, m'avez je vous ai entendu, dit docteur? que globalement, oui, je vous ai entendu. Alors, globalement, la cirrhose, elle reste, c'est-à-dire, elle évolue pendant plusieurs années. D'accord? De n'importe quelle étiologie, elle évolue pendant plusieurs années. Et elle reste asymptomatique en général. Même quand on découvre la première fois et on dit c'est un malade, vous avez une cirrhose, il a un état général, parfois on découvre une cirrhose avec un état général très bien conservé. Et donc, je vous dis, donc, c'est-à-dire, d'où l'intérêt de dépistage. Donc, un malade, c'est l'examen. C'est pourquoi que je dis toujours aux étudiants, il faut être clinicien, clinicien, clinicien. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter des explorations. Et quand vous faites, voyez un malade, il y a parfois des malades qui font un interrogatoire et il écrit des ordonnances. Il faut toucher les malades avec les mains. Il faut chercher les signes. D'accord? Il faut faire un diagnostic. Donc, la cirrhose, malheureusement, elle évolue pendant longtemps pour avoir des symptômes. En général, les symptômes sont des complications. D'accord? Et ils restent longtemps. On ne peut pas, c'est-à-dire, il n'y a pas des signes qui peuvent évoquer. Sauf si vous faites un examen. Malade, il va venir malheureusement pour un signe banal. Peut-être un ictère un jour, c'est un signe d'insuffisance hépatocellulaire, mais ça peut être parfois un signe extra-digestif ou bien une simple asthénie. Et quand vous faites un examen, vous trouvez une hépatomégalie, vous trouvez une circulation veineuse collatérale, vous trouvez un signe qui peut t'orienter. Et donc, malheureusement, on n'a pas, il faut bien examiner les malades. Et le dépistage, c'est-à-dire comment dépister une cirrhose, on n'a pas malheureusement comment dépister. Et le plus important, c'est comment prévenir cette cirrhose. Alors, à chaque fois que vous suspectez une hépatite virale, il faut la traiter pour ne pas arriver au stade de cirrhose. Surtout chez nous, c'est l'hépatite virale. Donc, traiter l'hépatite virale, ne pas arriver au stade de cirrhose. La cirrhose est un stade irréversible. Donc, il faut bien examiner un malade. Si vous avez un malade, il faut bien examiner, rechercher des signes D'accord, merci pour beaucoup. confirmer la cirrhose. Oui. Alors, on passe à votre question. Alors, à quel âge on peut commencer le dépistage et est-ce qu'il y a une différence entre le sexe? On a dit qu'il n'y a pas de différence entre les sexes du tout. La cirrhose peut se voir chez les femmes et chez les hommes. Alors, quel âge? Il n'y a pas d'âge. La cirrhose, elle peut évoluer au bout de quelques années, ça peut être 10 ans, ça peut être... Aujourd'hui, il a une hépatite virale qui n'a pas été traitée parce qu'elle est passée inaperçue. Dans un 20 ans, il a une cirrhose. D'accord? Alors, s'il a capté une hépatite virale à l'âge de 10 ans, une hépatite C ou B, à l'âge de 30 ans, il a une cirrhose. S'il a capté l'hépatite virale, qui est une simple infection qui peut se voir à tout âge, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50-60 ans, il a une cirrhose. Si c'est une cirrhose d'origine liée à une maladie héréditaire chez les enfants, alors une maladie héréditaire de malade né avec une pathologie, maladie génétique ou héréditaire, et donc à l'âge de quelques années, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, il a une cirrhose. Donc on peut pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'âge pour la cirrhose. On peut avoir des cirrhoses à un âge important, avancé, 60, 70 D'accord. ans, qu'on peut avoir des cirrhoses chez les enfants. Oui, vous m'entendez?
Oui, Oui, docteur. Oui, on vous entend, docteur. d'accord. Question? Alors, est-ce que vous m'entendez, docteur? Oui. D'accord. Alors, est-ce que l'hépatite B peut évoluer directement vers la cirrhose sans passer par la chronicité? La cirrhose, parce que moi, j'ai pas dit donner comme je vous dis, chaque pathologie, c'est une sous-spécialité, hein, d'accord? Donc, peut-être j'ai donné beaucoup d'explications, mais certes, ça manque quelques données, ok? Alors, l'hépatite virale, B ou C, elle passe par la phase aiguë, puis la phase chronique, puis la cirrhose, d'accord? Alors, c'est pourquoi que je vous dis que pas toutes les hépatites virales aiguës évoluent vers la cirrhose. Il y a un certain pourcentage. En général, on dit 40 à 60% des hépatites virales B guérissent spontanément. Les autres évoluent vers la chronicité. Pas toutes les hépatites chroniques vont évoluer vers la cirrhose aussi. D'accord? Mais on n'a jamais une hépatite aiguë vers la cirrhose. Elle passe obligatoirement par la chronicité, hépatite chronique. Et au stade d'hépatite chronique, il n'y a rien du tout aussi, aucun signe. Puis après, il y a le stade de cirrhose. Oui. Il y a une autre question? D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une question. Oui. Alors, une personne qui n'a pas compris la relation entre l'hernie ombilicale et la cite et sa relation avec la cirrhose, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vous ai dit que parmi les complications de la cirrhose, c'est l'acide. Vous Chez m'avez nous, au entendu, service, docteur? c'est-à-dire, oui, oui, je réponds. Alors, j'ai dit que parmi les complications de la cirrhose, c'est l'acide. Et chez nous, c'est-à-dire quand on a des cirrhoses, alors c'est une complication, c'est-à-dire assez fréquente. On a soit les MAGE6, soit l'acide. L'acide, c'est la première cause, la première complication par ordre de fréquence chez le cirrhotique. Alors, quand il y a une acide importante, l'acide survient un secondaire à l'hyperpression portable. Il y a un gradient important de pression entre système porte et système cave, et donc la création de troisième secteur, c'est du liquide au niveau de la cavité péritoniale. Alors l'acide, quand il y a, elle augmente, elle augmente, et donc l'abdomen va devenir ballonné, très important. Et donc il va y avoir une hyperpression au niveau. Donc là, l'ombilic, c'est quoi? C'est comme une brèche ici, d'accord? Et donc, au niveau de l'ombilic aussi, il va se dilater. Et donc, c'est une poche ici. Donc, sauf qu'elle est déplissée. Et donc, quand il y a l'acide qui va comprimer cette poche, elle va donc augmenter de taille et va donner comme une poche ici. Et si elle reste, elle est vascularisée, il peut y avoir un étranglement. Et c'est une urgence chirurgicale à ce moment. D'accord? Donc, si on enlève l'acide, il va y avoir l'affaissement de l'hernie ombilicale et elle disparaît complètement, cette hernie ombilicale. D'accord? Donc, c'est D'accord. par ordre de conséquence. Oui. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, comment on peut avoir une hépatomégalie et une atrophie en même temps? Alors, je vous ai dit qu'on va avoir l'hépatomégalie au début, puis l'atrophie à la fin. C'est-à-dire le foie au début, quand il y a une inflammation chronique et tout, il y a une destruction des cellules. Le foie, c'est un organe qui régénère. Il n'y a que les cellules nerveuses et les cellules sexuelles qui ne régénèrent pas. Toutes les autres cellules de l'organisme se régénèrent. Alors le foie, il va régénérer, il va donner un autre tissu. Il va tenter de donner un autre tissu, mais ce tissu, malheureusement, qui va régénérer, il n'est pas fonctionnel comme le tissu normal. D'accord? Et donc, quand il y a... J'ai oublié la question, vous savez. Répétez. Alors, la question, pourquoi on a une hépatomégalie et une atrophie en même temps? Oui, voilà. Donc, quand le foie régénère au début, donc il va y avoir une hypertrophie secondaire à la régénération. Au début, il y a hypertrophie. Mais avec le temps, avec les années, le foie, ça, il va se fatiguer, il ne régénère plus. D'accord? Donc, il y a une destruction importante. Et donc, à ce moment, au stade terminal, il y a une atrophie du foie. Donc, nous, quand le radiologue va nous dire qu'il y a une atrophie du foie, c'est un stade terminal. D'accord? C'est un stade terminal de la cirrhose. Il y a une atrophie. Donc, on a au début l'hypertrophie et à la fin, il y a l'atrophie. D'accord, merci Pas au beaucoup, même temps. docteur. Alors, De oui. rien. Alors, pourquoi on prescrit un régime hypoprotédique en cas d'encéphalite hépatique?
Parce que les protéines, c'est eux qui enrichissent l'organisme. C'est les protéines qui vont se transformer en ammoniac, c'est l'urée. Donc, qui vont se transformer en ammoniac, c'est l'ammoniac qui va donner l'encéphalopathie hépatique, grâce à la dégradation par les bactéries coliques. D'accord? Et donc, en cas d'encéphalopathie, ou bien pour prévenir l'encéphalopathie, on va donner un régime hypoprotéique. Seulement en cas de, c'est-à-dire on ne va pas donner chez tous les cirrhotiques, hein, sauf en cas d'encéphalopathie ou bien pour prévenir l'encéphalopathie. D'accord, merci beaucoup. Oui. Alors, après quel pourcentage de foie cirrhotique ou après quelle durée d'évolution pour se décompenser? Après quelle durée d'évolution, je vous ai dit, donc parfois on a des cirrhoses, en général on va dire quelques années, mais parfois on s'étonne malade, c'est-à-dire nous on cherche, quand on cherche le malade interrogatoire, est-ce que vous avez eu un ictère et donc il va se rappeler, peut-être oui j'ai eu un ictère il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a quelques mois. Exceptionnellement, on peut avoir une cirrhose après quelques mois. En général, c'est après quelques années. D'accord? Mais je vous dis que ça veut dire qu'un malade, quand il vient au stade de. C'est-à-dire quand il a une cirrhose symptomatique, les symptômes, c'est les complications en général. Alors à ce stade, ça veut dire que l'évolution a été, ça fait des années, ça fait quelques années. Donc, ce n'est pas une évolution courte en général. En général, c'est une évolution de quelques années. Exceptionnellement, on peut avoir une cirrhose hein, après quelques mois surtout dans les cirrhoses virales C, parce que le virus C, il est plus agressif au foie que le virus B. D'accord? Mais heureusement, on est très content qu'on a un traitement qui guérit complètement de l'hépatite virale C. Donc l'évolution, c'est en général, c'est quelques années. D'accord? D'accord. Alors, une question sur le mécanisme d'avoir un syndrome hépatorénal. Alors, le syndrome hépatorénal, je vous ai dit que actuellement, elle a beaucoup de définitions bien précises. Je ne voulais pas rentrer dans beaucoup de détails. D'accord? Sauf, je voulais vous expliquer de façon générale. En général, quand on a une insuffisance rénale, c'est d'origine rénale. D'accord? Que ce soit une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, soit une insuffisance rénale chronique. Les IRC, en général, sont secondaires à une atteinte du parenchyme et rénal. Mais ici, c'est une insuffisance rénale qui est en rapport avec la cirrhose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une atteinte du parenchyme rénal. On a fait une échographie, les reins sont normaux. Hein? Deuxièmement, on n'a pas une prise médicamenteuse. En général, c'est les médicaments qui donnent une néphrotoxicité. D'accord? Et troisièmement, on a un tableau de cirrhose avec une acide. En général, le mécanisme, c'est un défaut de qu'est-ce que j'allais dire, j'ai oublié la phrase. Parce il y a une grande relation entre le foie et le rein. Euh, mais le syndrome hépatorénal, en général, on va dire que le syndrome hépatorénal, c'est une atteinte, c'est une insuffisance rénale qui est en rapport avec l'atteinte du foie et c'est pas en rapport avec l'atteinte, avec l'insuffisance rénale habituelle, d'accord? Et pour confirmer que c'est d'origine hépatique, il faut être sûr qu'il n'y a pas une atteinte rénale, c'est-à-dire qu'on doit faire une échographie qui est normale, les reins sont normaux, et on doit éliminer formellement qu'il y a une atteinte, une origine médicamenteuse, d'accord? Et donc, pour dire que c'est une insuffisance rénale en rapport avec une cirrhose, et dans ce cas, on la traite par surtout, on va donner de l'albumine, d'accord? On donnera de l'albumine chez ce malade pendant 7 jours. Hein, et on va voir s'il y a une amélioration. Donc, tant mieux, c'est une insuffisance rénale aiguë chez un cirrhotique. Et s'il n'y a pas une amélioration de cette insuffisance rénale, donc le pronostic il est très mauvais. D'accord. En général, le syndrome hépatorénal donc aggrave le pronostic de cirrhose. Autre D'accord, question? merci beaucoup. Alors, chez un patient cirrhotique, il y a toujours D'accord. un TP bas moins de 70%. Dans ce cas, est-ce qu'on Oui. peut parler d'une insuffisance hépatocellulaire? Oui, on peut parler d'une insuffisance, mais si on veut être sûr que c'est une insuffisance hépatocellulaire, on doit donner au malade vitamine K parce que on n'est pas sûr. Le TP peut être diminué par une carence de vitamine K, en cas de cholestase par exemple, par maladie de biliaire.
etc. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne au malade vitamine K en général 40 mg pendant 5 jours en subcutané, plutôt en IM ou en IV pendant 5 jours. Alors, s'il y a amélioration du TP, donc c'est pas une insuffisance hépatocellulaire, d'accord? Mais s'il n'y a pas d'amélioration du TP, donc c'est une insuffisance hépatocellulaire, ce qu'on appelle le test de colère. Sinon, pour être sûr que c'est une insuffisance hépatocellulaire, le TP il est lié à une insuffisance hépatocellulaire, on doit doser le facteur 5 qui n'est pas vitamine K dépendant. Alors, s'il est inférieur à 60% en général, il est dosé dans les laboratoires. Donc, c'est un témoin d'une insuffisance hépatocellulaire. En général, c'est un signe fréquent, c'est-à-dire comme perturbation du bilan biologique cellulaire cirrhotique. Oui, D'accord, merci beaucoup. Alors, comment maintenir une hydratation suffisante au cours du traitement de cirrhose? cirrhotique, c'est-à-dire s'il a une cirrhose compensée, il est comme le sujet normal, hein, il mange normalement, il s'hydrate normalement, etc. La dénutrition qui est secondaire en général à tous ces carences, c'est-à-dire c'est-à-dire on conseille aux malades une bonne alimentation, une bonne hydratation, il n'y a aucune contre-indication. C'est pas un malade qui a un problème au niveau de l'intestin ou c'est-à-dire il faut bien s'alimenter. Il n'y a aucun régime pour chez les cirrhotiques. Il y a un seul le conseil alimentaire, c'est que c'est-à-dire en cas d'encéphalopathie, on diminue un peu le taux de protéines. Par exemple, les médicaments, faites attention aux médicaments. Il ne faut pas prendre à tort et à travers de façon anarchique tout. Est-ce Vous qu'on avez peut un donner de la poids. paracétamol, docteur? Non. C'est-à-dire, on peut donner Et paracétamol, c'est pas la une dysénine contre-indication. injectable? Mais c'est pas de façon, c'est-à-dire, il faut bien peser l'indication, d'accord? C'est-à-dire, s'il y a vraiment des céphalies importantes, s'il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire, si le bilan hépatique est correct, on peut donner du paracétamol. Mais si vous avez un malade qui a une insuffisance hépatocellulaire et qui a, par exemple, une insuffisance hépatocellulaire, bien une bilan hépatique perturbé, cette paracétamol va aggraver encore le tableau. D'accord? On le donne qu'en cas de nécessité absolue. C'est-à-dire un malade qui est en train de souffrir, je lui donne puisque le pronostic est descendre. Ça. Mais si je n'ai pas nécessité absolue, je ne le donne pas. Je ne vais pas laisser un malade souffrir, je lui donne puisque le pronostic est descendre, il descend. Mais si ce n'est pas important, ce n'est pas une nécessité absolue, je ne lui donne pas. Donc D'accord. il n'y a Et la aucun dysénine régime, hein, injectable? il faut accompagner le malade. Oui, Pour la oui. dysénine injectable, on peut le donner? Quoi? La dysénine injectable, Tu s'il m'as y dit? a en cas d'épistaxis postérieure. Il faut maintenant il faut voir le TP aussi. Attention, ici Dysinone il va entraîner encore l'hémorragie, d'accord? Ah pardon, le Dysinone va entraîner l'arrêt du saignement. Alors, mais pourquoi vous donnez Dysinone? C'est-à-dire pour la cirrhose ou quoi? Non, pour un épistaxis Pourquoi postérieur. vous? Est-ce que c'est Ah, pour un un épistaxis épistaxis. postérieur On chez peut un donner, sérotype? on peut donner. Oui, on peut donner, bien sûr. Il n'y a pas D'accord. vraiment. On Alors, peut est-ce donner, que donc il n'y a pas de c'est quoi problème. l'explication de la possibilité d'avoir un bilan hépatique normal malgré qu'il y a une cirrhose ou un cancer du foie? Oui, parce que je vous ai dit, cet organe qui a plusieurs cellules. Donc, s'il y a quelques cellules qui sont fonctionnelles, vous avez un bilan hépatique correct. Alors, nous, chez les cirrhotiques, on a des cirrhoses décompensées, des cirrhoses au stade terminal. Et quand on fait des bilans, parfois, il y a des bilans corrects, bilans hépatiques corrects. C'est-à-dire, s'il y a quelques cellules qui marchent encore, il n'y a pas de cytolyse. Donc, s'il y a une perturbation, c'est en faveur. Si le bilan hépatique est correct, ça n'élimine rien. D'accord? C'est-à-dire, ça n'ajoute rien. Mais si vous avez une cytolyse, c'est encore déjà, c'est un facteur encore aggravant cirrhose, hein, c'est-à-dire c'est un signe d'insuffisance hépatocellulaire, c'est un malade à stade avancé. Mais si vous n'avez pas d'insuffisance hépatocellulaire, plutôt, vous n'avez pas de cytolyse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cirrhose du tout, ni cancer. Parce qu'il y a quelques cellules qui fonctionnent au niveau du foie, vous pouvez avoir un bilan hépatique correct. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, le traitement de la Euh, stéatose hépatique. alors, la stéatose hépatique, je vous ai dit que exceptionnellement, elle va donner une cirrhose.
Donc, parce que vous allez voir, vous allez faire des échographies chez les malades et tout, pour douleur abdominale, pour n'importe quoi. Et le radiologue va vous dire un foie hyperechogène, ce qui est en faveur de stéatose. Quand on dit stéatose, c'est l'excès de gras. Soit la stéatose dans les pays occidentaux et en Amérique et tout, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Et c'est l'obésité, hein, c'est les gras et l'alcool, fils des deux. Chez nous, c'est surtout les dyslipidémies, le diabète et les gras. Donc, un excès de gras dans le stéatose est d'origine, surtout, c'est pas alcoolique chez nous, c'est surtout l'obésité, ou bien plutôt dyslipidémie, c'est l'excès de cholestérol, triglycérides, ou bien le diabète. Alors, dans ce cas, on corrige ces paramètres. C'est-à-dire, si vous avez un diabète, il faut qu'il soit équilibré. Si vous avez une hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie, si vous avez une stéatose, vous demandez obligatoirement un bilan lipidique et une glycémie. Alors, et en plus, vous voyez, c'est un malade, il est obèse ou là. Alors, si vous avez tous ces facteurs, il faut les corriger. Diabète, il faut équilibration. Et dyslipidémie, cholestérol ou triglycérides augmentés, il faut équilibre. Alors, si vous équilibrez au bout de 3 mois, vous faites un bilan, il est toujours perturbé, on va donner les médicaments, d'accord? C'est les antifibrosants, plutôt comme le Tawor, l'Ipontil, etc. C'est les internistes et les endocrinologues qui donnent. Maintenant, c'est exceptionnel, on peut avoir une cirrhose secondaire à une stéatose, surtout chez nous, hein. Alors chez eux, c'est une cause qui commence à donner de plus en plus de cirrhose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une obésité importante. C'est pas comme nous, hein. Donc nous, c'est exceptionnel de voir quelqu'un qui est obèse, alors que chez eux, ils mangent beaucoup surtout aux USA, ils mangent beaucoup de fast-food et donc il y a beaucoup fréquence importante de sujets obèses chez eux. C'est pas la même chose. Oui, D'accord. Merci beaucoup. Alors, puisque la biopsie n'est pas obligatoire dans le diagnostic, donc le diagnostic n'est pas histologique. Et si on fait un oui. diagnostic précoce et on traite la cause, est-ce qu'on peut avoir une évolution, est-ce qu'on peut arrêter l'évolution de la cirrhose? Alors, le stade de cirrhose, c'est un stade irréversible. Mais il faut toujours, même au stade de complications, décompensation, etc., il faut toujours traiter la cause parce que le traitement de la cause permet le ralentissement de l'évolution. Et ça, c'est bien pour le malade. D'accord? Alors, ça, c'est très bien pour le malade. Vous ralentissez, ça veut dire vous allez avoir un allongement aussi de survie. OK? Ça, c'est très bien pour un malade qui a une maladie chronique. Maintenant, pour c'est-à-dire le- c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça. J'ai répondu? Je me Ah, rappelle plus. alors oui, alors si juste c'est puisqu'on ne fait pas de biopsie, donc le diagnostic n'est pas histologique. Oui, actuellement, on ne fait pas de biopsie pour confirmer. Sauf il y a quelques années, ou bien peut-être plus que 10 ans, la biopsie était obligatoire. D'ailleurs, même je faisais les cours en 2003, en 2004, pour les quatrièmes années, je leur ai dit, le diagnostic de cirrhose est histologique. La biopsie, elle est obligatoire. Et d'ailleurs, même on faisait la biopsie plus que la fibroscopie au service de gastro. C'est-à-dire, tous les malades passent par la biopsie avec, on avait des cathés en métallique, hein. Je sais qu'il m'a actuellement, c'est des cathés jetables et tout pour faire biopsie non douloureuse. C'est des gros cathés, comme quand on les voit, c'est pour actuellement on les utilise pour les animaux. On les utilisait chez les êtres humains. Pour vous dire, mais bien sûr avec anesthésie locale. Mais actuellement, ça y est, tout geste qui est agressif, il est éliminé. On ne le fait plus. Donc, si vous avez assez d'éléments pour dire c'est en faveur de cirrhose, c'est bon. C'est une cirrhose et on arrête et on ne fait pas de biopsie. La biopsie actuellement, elle est réservée surtout pour les causes rares. Par exemple, on va dire les hémochromatoses, les Whitson. Peut-être on va faire biopsie pour encore confirmer. Par exemple, un nodule, peut-être c'est une néoplasie. Donc on doit faire biopsie pour être sûr. C'est comme ça, mais on ne le fait pas de façon systématique pour la cirrhose, juste parce que c'est un geste agressif. D'accord. Alors, en cas d'hépatite auto-immune, normalement c'est la dernière question, en cas d'hépatite auto-immune, est-ce que le traitement immunosuppresseur peut favoriser les hépatites virales?
Alors, l'hépatite auto-immune se traite par les immunosuppresseurs et les corticoïdes. D'accord? Toutes les pathologies auto-immunes se traitent par les corticoïdes. Alors, on donne un traitement corticothérapie quand il y a une activité, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail et tout, c'est vrai. Alors, si c'est une cirrhose d'origine auto-immune, il faut traiter l'hépatite auto-immune. Ok? Quand il y a une activité. Alors, c'est un traitement de 1 mois de corticothérapie, puis le relais par les immunosuppresseurs, les hormones, vasopressine ou l'immunérale, c'est un comprimé au long cours. Alors, si avant on utilisait des corticoïdes au long cours avec une dose faible, mais vu les corticoïdes avec tous les effets secondaires qu'ils ont, donc il y avait l'instauration des immunosuppresseurs. Alors, les immunosuppresseurs, si vous avez une hépatite virale associée à une hépatite auto-immune, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement. D'accord? Alors, certes, les immunosuppresseurs, en général, c'est les corticoïdes qui peuvent flamber une hépatite virale, d'accord, beaucoup plus que les immunosuppresseurs. D'accord? Les immunosuppresseurs, c'est-à-dire que ce n'est pas un facteur aggravant vraiment une hépatite virale, c'est-à-dire si on est obligé de les donner, on les donne, mais les corticoïdes, ils sont contre-indiqués en cas d'hépatite virale active. Mais il faut, je vous le dis, hein, et quand c'est obligatoire de donner, donner et surveiller. D'accord? Donc, quand on a un syndrome de chevauchement, alors si on a l'hépatite virale qui est active, plus active, on traite l'hépatite virale au premier, puis l'hépatite auto-immune. Si on a l'hépatite auto-immune qui est plus active, ce n'est pas l'hépatite virale. L'hépatite virale, comment savoir si elle est très active ou non? C'est la charge virale. Donc, si la charge virale elle est faible, donc c'est l'hépatite auto-immune qui est plus active. Donc, on traite l'hépatite auto-immune avec des corticoïdes suivis d'immunosuppresseurs, puis l'hépatite virale. C'est-à-dire, on joue sur quelle est la pathologie la plus active. Et ça, ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement ou bien overlap syndrome. C'est l'hépatite virale associée à une hépatite auto-immune ou bien les cirrhoses biliaires primitives associées à une hépatite auto-immune. On va dire syndrome de chevauchement ou bien overlap syndrome. D'accord? Donc, les immunosuppresseurs en général, il faut faire attention, mais on peut donner à une hépatite virale. Mais si vous avez une charge virale importante, commencez par traiter l'hépatite virale et puis après, donnez les immunosuppresseurs. L'hépatite auto-immune, on ne donne pas les immunosuppresseurs pour traiter l'hépatite auto-immune, c'est-à-dire active. On le donne pour, c'est un traitement au long cours pour que l'hépatite auto-immune, c'est-à-dire reste toujours inactive, c'est-à-dire toujours en rémission. Donc, il n'est pas obligatoire au début. Traiter cette hépatite virale s'il y a une charge virale importante, et puis après donner les immunosuppresseurs pour l'hépatite auto-immune. D'accord. Merci beaucoup, C'est Dr. bon? Tessali. Je crois Normalement, c'est bon, il n'y a pas de D'accord. question. On vous Ok, remercie. merci. Donc, c'est la prochaine fois. Allez, de Inch'Allah. rien. Bonne journée. Au Inch'Allah, revoir. bonsoir. De rien, de rien.